Cette fille s'appelle Ji-eum. Elle a vécu de nombreuses vies et plus particulièrement, elle se souvient des souvenirs de toutes ses vies antérieures. De ce fait, Ji-eum a exploité cette capacité pour gagner de l'argent. Sur scène, Ji-eum interprète une danse flamenco avec une remarquable maîtrise et parle plusieurs langues couramment. Elle peut même lire des textes historiques vieux de 1000 ans, sans effort, ce qui étonne beaucoup de monde. Rapidement, elle est devenue célèbre et a été surnommée la jeune femme omnipotente. Fort des expériences accumulées au cours de ses 18 vies antérieures, Ji-eum s'est fait connaître et a gagné de l'argent grâce à ses spectacles. Cependant, malheureusement, tout son argent a été volé par son père, qui l'a utilisé pour jouer. Même l'argent qu'elle avait secrètement économisé a été pris par son frère, ce vaurien. Elle ne pouvait que s'asseoir par terre, impuissante. Cet argent devait l'aider à se préparer soigneusement pour rencontrer quelqu'un, car après avoir retrouvé la mémoire de toutes ses vies passées, c'était la première personne à laquelle elle pensait, celle avec laquelle elle avait promis de se réunir après sa réincarnation. N'ayant plus d'argent, le lendemain matin, Ji-eum dut courir pour trouver la seule personne qui pouvait l'aider à ce moment-là. Sa nièce Ae-kyung de sa 17e vie. Ae-kyung était occupée à frire des beignets en louant la jeune fille jouant de l'accordéon à la télévision, ignorant que c'était en fait son propre oncle. À ce moment-là, Ji-eum, les cheveux en bataille, arriva en courant et tendit à Ae-kyung un morceau de papier. Il contenait un message de son oncle Jungo, lui demandant de prêter de l'argent à l'enfant devant elle. Cependant, l'oncle d'Ae-kyung était décédé prématurément et un simple papier comme celui-ci ne prouvait rien. Ji-eum désigna alors la jeune fille à la télévision. Ae-kyung l'a reconnue avec excitation comme la célèbre jeune fille aux multiples talents de la télévision, mais son apparence négligée la rendit dubitative. De plus, son oncle était mort il y a longtemps et un papier comme celui-ci ne prouvait rien. Après avoir essayé plusieurs méthodes sans succès, Ji-eum décida de révéler sa véritable identité. Pour prouver qu'elle était l'oncle d'Ae-kyung, elle indiqua les photos au mur et raconta avec fluidité des souvenirs que seules elles deux connaissaient. Il s'avéra que Ji-eum, à sa 17e vie, est une artiste de vaudeville, et elle avait une nièce, Ae-kyung, mais malheureusement, elle était tombée gravement malade et était décédée prématurément. Avant de quitter ce monde, elle avait dit à Ae-kyung qu'elle se réincarnerait et reviendrait pour la protéger. Entendant Ji-eum répéter cette promesse, Ae-kyung a semblé ému et a paru croire ce que Ji-eum disait. Ae-kyung a ensuite demandé comment s'appelait son père, mais malheureusement, après tant de vies, beaucoup de choses s'étaient estompées de sa mémoire. Si bien que Ji-eum a donné une réponse totalement erronée. N'ayant pas d'autre choix, elle a supplié Ae-kyung de lui prêter 100 000 won et de considérer cela comme une aide à une enfant pitoyable, car dans cette vie, elle devait absolument revoir quelqu'un. Lorsque Ae-kyung a demandé qui était cette personne, Ji-eum a hésité avant de prononcer un nom, Seo-ha. C'était durant sa 18e vie, lorsqu'elle était encore Ju-won. Ah, dans son souvenir, était un garçon espiègle qui avait renversé son chevalet sans même s'excuser. La deuxième fois qu'elle a rencontré Seo-ha, c'était lorsqu'elle a rendu visite à une amie proche de sa mère et l'a revue près de la piscine. Curieuse, elle lui a demandé pourquoi il était là, mais Seo-ha l'a inopinément entraîné dans l'eau. Bien que sa farce l'ait laissé tremper, Ji-eum sourit. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait ressenti une telle curiosité pour quelqu'un. Les moments passés avec Seo-ha lui permettaient toujours de vivre son âge et d'oublier la douleur qu'elle avait endurée à travers d'innombrables cycles de réincarnation. Le jour où la mère de Seo-ha était alitée, affaiblie par la maladie, elle promit de s'occuper de Seo-ha à sa place. Malheureusement, cette promesse ne put être tenue, car le jour de l'anniversaire de Seo-ha, la voiture qui transportait Seo-ha et Ju-won eut un accident. Afin de protéger Seo-ha de son corps, Ju-won rendit son dernier souffle dans la voiture, puis se réincarna dans sa 19e vie en tant que Ji-eum actuelle. Dans son cœur, elle gardait encore des affaires inachevées de sa vie précédente. Ji-eum voulait savoir si Seo-ha avait survécu ce jour-là ou s'il vivait bien. L'histoire de Ji-eum a ému Ae-kyung, qui a accepté de lui prêter l'argent, lui souhaitant de retrouver bientôt Seo-ha. Ravie, Ji-eum est partie, mais avant de sortir, elle s'est retournée pour regarder Ae-kyung et lui a dit que vivre seule devait être difficile pour elle. Et lui a demandé d'essayer de l'attendre. Puis elle a couru dehors. Ae-kyung est restée figée un instant, puis a couru précipitamment pour regarder dans la direction où Ji-eum venait de partir. À cet instant, elle a vraiment cru que Ji-eum était son oncle. Pendant ce temps, Ji-eum a habilement pris un bus. Ensuite, elle a pris un taxi jusqu'à la maison de Seo-ha. Debout devant le portail familier de sa vie passée, les souvenirs de Ju-won lui sont soudainement revenus en mémoire. Pour l'anniversaire de Seo-ha, elle lui avait offert un coffret secret et avait caché la clé à l'endroit qu'elle préférait. Elle ignorait que ce beau souvenir deviendrait son dernier dans sa 18e vie. À la fin de chaque vie, Ji-eum priait toujours pour que ce soit sa vie finale ou que ses souvenirs ne reviennent jamais. Mais cette fois, elle a brisé le cycle. Elle a prié et promis à Seo-ha qu'elle reviendrait. Malheureusement, l'accident avait endommagé l'ouïe de Seo-ha et il ne pouvait plus entendre ses paroles.
L'image de Ji-eum s'effondrant sur lui est devenue un souvenir obsédant que Seo-ha ne pourrait jamais oublier. De retour au présent, Ji-eum a trouvé un moyen de passer le mur et d'entrer dans la maison de Seo-ha, s'appuyant sur les souvenirs de sa vie passée pour grimper à un arbre, d'où elle pouvait regarder dans la chambre de Seo-ha. Là, elle vit le jeune homme assis près de la fenêtre, jouant du piano. Ji-eum éclata finalement en larmes de joie. Seo-ha était bel et bien encore en vie. Et non seulement ça, il était devenu un homme grand et beau. Cependant, son caractère était toujours aussi fougueux et irritable. Bien qu'elle n'ait eu l'intention que de vérifier s'il était encore en vie, Ji-eum ne put s'empêcher de vouloir le regarder un peu plus longtemps. Par la suite, Ji-eum retourna vivre avec Ek-young. Elles deux ont beaucoup diminué les efforts dans la vie et étaient incroyablement heureuses. Mais un jour, Seo-ha a disparu soudainement, et depuis, Ji-eum ne l'a plus jamais revue. 8 ans ont passé ainsi, et Ji-eum est devenue une belle jeune femme avec un QI extrêmement élevé, capable de réussir sans effort des examens importants comme l'examen d'entrée au lycée. Elle a même été admise en avance à l'université Kai. Quand elle a appris que Seo-ha était devenu le directeur de la filiale allemande du groupe Mi, Ji-eum a été ravie. Enfin, elle avait trouvé un moyen de revoir Seo-ha. Ji-eum a rejoint le groupe Mi, même si de nombreuses autres entreprises lui offraient de meilleurs avantages. Cependant, le chemin vers Seo-ha était encore semé d'embûches, car il ne semblait pas avoir l'intention de retourner en Corée. Alors que Ji-eum réfléchissait à la possibilité de devenir cadre supérieur chez Mi afin d'être muté en Allemagne ou non, une petite nouvelle concernant Seo-ha la rendit extrêmement heureuse. Seo-ha était retourné inopinément en Corée pour prendre la direction du Mi Hotel. Son but était de ramener l'hôtel à son âge d'or, comme sa mère l'avait fait. Il s'avéra que sa mère avait autrefois été directrice générale du Mi Hotel, mais après sa mort, le poste fut donné à Yeon-ok, la maîtresse de son père. Le projet de Seo-ha de relancer l'hôtel s'opposait au désir de son père, ce qui le mit extrêmement en colère. Jim se précipita au Mi Hotel pour déposer sa candidature. Après toutes ces années, elle avait enfin retrouvé Seo-ha, mais leur situation était différente. Pour lui, était une inconnue. Au bord de la piscine de l'hôtel, Seo-ha se souvint de moments passés avec sa mère et la fille à la robe rouge. Soudain, Ji-eum apparut derrière lui et demanda « Qu'y a-t-il en bas ?» Ji-eum répéta la question exactement comme lorsqu'elle était encore Ju-won, celle que Seo-ha avait connue autrefois. Mais au lieu de la pousser dans la piscine comme dans leur vie précédente, Seo-ha dit froidement à Ji-eum « Entrée non autorisée », puis s'en alla. Lors du déménagement dans le manoir, la secrétaire de Seo-ha lui remit une pile de candidatures et les qualifications exceptionnelles de Ji-eum attirèrent son attention. En conséquence, sa secrétaire organisa un entretien personnel avec Seo-ha. Ji-eum se rendit précipitamment à l'hôtel. Après avoir frappé, elle entra directement et appela Seo-ha, mais il ne répondit pas. C'est alors qu'elle réalisa que l'accident lui avait causé une perte d'audition à une oreille. Après un long échange lors de l'entretien, Seo-ha a mentionné que le poste ne répondrait peut-être pas à ses attentes. Inopinément, Ji-eum fit une proposition qui le choqua. Elle suggéra que s'il n'était pas sûr, il devrait essayer de sortir avec elle. Seo-ha essaya de rester calme, disant qu'il devait avoir mal entendu, mais Ji-eum répéta l'offre une fois de plus. Elle lui dit qu'il n'avait pas mal entendu, puis demanda à Seo-ha s'il voulait sortir avec elle. Seo-ha, se retrouvant confrontée à ce genre de situation pour la première fois, pensa que Ji-eum devait plaisanter, ou alors qu'elle était tout simplement folle. Ji-eum laissa Seo-ha si perplexe que même assis dans sa voiture en rentrant chez lui, il n'arrêtait pas de se poser des questions à ce sujet et demanda à sa secrétaire. Do-yoon, des éclaircissements sur cette situation. À ce moment-là, Seo-ha reçut un appel de quelqu'un nommé Cho-won, mais il ne répondit pas. Cho-won était la sœur cadette de Ji-eum dans sa 18e vie. Elle vivait dans un lieu rempli de fleurs, où les soirs romantiques, un bel homme lui apportait du vin pour qu'ils en profitent ensemble. Mais il semblait que Cho-won pensait à quelqu'un d'autre, son attention fixée sur son téléphone comme si elle attendait un appel. Pendant qu'elle rassemblait des matériaux de décoration pour l'hôtel, Ji-eum s'est arrêtée dans le quartier d'Insadong pour faire un tour. Inattendument, elle y a vu Seo-ha. À ce moment-là, il était submergé par le bruit assourdissant des trompettes et des tambours. Voyant Seo-ha paniquer, Ji-eum a soudainement couru vers lui a pris la main et l'a entraîné rapidement. Seo-ha, ne comprenant pas ce qui se passait, s'est laissé entraîner jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux épuisés et s'arrêtent. Ils s'assirent sur un banc proche pour se reposer. Ji-eum expliqua qu'elle l'avait ainsi éloigné pour l'aider à échapper à sa panique. Elle raconta une vie antérieure en temps de guerre, où les morts tombaient comme la pluie et elle était la seule survivante. Elle n'avait pu que courir vite pour échapper à cette scène horrible. Après avoir repris ses esprits, elle se retrouva dans un champ où la vie était revenue. Cependant, Seo-ha ne la crut manifestement pas. Il se pencha et demanda à voix basse si Ji-eum avait un problème mental. La question laissa Ji-eum sans voix, mais au lieu de lui répondre, elle proposa de se marier. Seo-ha était déconcertée par cette demande en mariage unique. Ji-eum lui a dit que c'était un indice pour qu'il se souvienne où il l'avait rencontré auparavant, mais Seo-ha n'arrivait pas à imaginer quelle proposition il avait faite à Ji-eum.
dans une vie antérieure, car l'entretien n'avait toujours pas donné de résultat, ce qui rendait Ji-eum anxieuse. Elle a décidé de rencontrer Seo-ha pour s'exprimer davantage. Pendant que les deux discutaient, la porte s'ouvrit soudainement, et en entendant le secrétaire Do-yoon appeler la jeune fille qui venait d'entrer Chowon, Ji-eum réalisa qu'il s'agissait de sa sœur cadette. C'était officiellement la première rencontre entre les deux sœurs dans cette vie. En un instant, les souvenirs ont afflué. Il semblait que Seo-ha ne voulait pas rencontrer Chowon, et le secrétaire Do-yoon a habilement invité Chowon à partir. Seo-ha a fermement dit à Ji-eum de retourner attendre, mais Ji-eum a déclaré qu'elle était prête à accepter même un petit poste, comme celui de femme de ménage, à l'hôtel Emmy. La persévérance de Ji-eum le laissait perplexe. Ji-eum se souvint qu'elle avait encore un rouleau de documents qu'elle avait oublié de donner à Seo-ha. Elle rencontra Seo-ha par hasard dans le hall de l'hôtel et le lui remit. Il s'avérait que c'est un dessin de l'hôtel à son moment le plus actif et le plus bondé. Seo-ha laissa paraître une pointe de surprise, puis changea immédiatement d'avis. Il accepta de la laisser séjourner à l'hôtel pour une période d'essai. Le premier matin du travail de Ji-eum à l'hôtel, elle et Seo-ha rencontrèrent un groupe bruyant de jeunes hommes dans le hall de l'hôtel. Le personnel signala qu'il s'agissait du fils du directeur général et de ses amis. Voyant Ji-eum derrière Seo-ha, l'un d'eux l'a attrapé et lui a demandé de les rejoindre un instant. Seo-ha, sans aucune pitié, lui a donné un coup de pied dans la jambe et l'a directement mis sur la liste noire de l'hôtel. À ce moment-là, la directrice générale Yeon-ok est apparue et a invité Seo-ha à prendre le thé dans son bureau. Ji-eum l'a immédiatement reconnue comme la femme qui avait eu une liaison avec le père de Seo-ha. Lors de la première réunion interne, des tâches ont été assignées à chacun, sauf à Ji-eum. Quand elle a questionné cela, Seo-ha a expliqué que ses compétences étaient trop diversifiées et qu'elle devrait donc aider les autres. Incapable d'utiliser ses talents, Ji-eum s'est sentie un peu déçue. En sortant, elle a rencontré Chowon de façon inattendue. Ne voulant pas que Seo-ha le sache, Chowon avait utilisé un faux nom pour soumettre une proposition de projet à l'hôtel et avait demandé à Ji-eum de la soumettre en son nom. Voyant Ji-eum fouiller dans son dossier de documents, la secrétaire Do-yoon s'est immédiatement approchée pour la prévenir. Seo-ha, le cœur plein de zèle, observa les deux personnes chuchoter secrètement dehors. Après le départ de Ji-eum, Seo-ha a convoqué la secrétaire Do-yoon pour l'interroger. La secrétaire Do-yoon a répondu vaguement qu'il ne faisait que discuter avec Ji-eum. Le cœur de Seo-ha nourrit de plus en plus de doutes. Qui est Ji-eum, après tout? Alors qu'il s'immergeait dans ses pensées, un souvenir soudain lui traversa l'esprit. L'image d'une petite fille au sourire radieux apparut. La fillette avait demandé Seo-ha en mariage. Ce souvenir l'a réveillée, ce qui fit soudainement rire Seo-ha. Il sortit une vieille écharpe et appela immédiatement Ji-eum. Elle accourut à sa rencontre à toute vitesse, mais malheureusement, elle fut déçue. Seo-ha se souvenait seulement que c'était Ji-eum, âgé de 9 ans, qui avait l'habitude de le suivre partout et l'avait une fois tiré d'un mauvais pas. Ne renonçant pas, Ji-eum proposa une nouvelle fois le mariage. Ce n'était pas une décision simple, mais une décision mûrement réfléchie pendant de nombreuses années. Bien que Seo-ha ait refusé seul dans sa douche, il riait. De son côté, le père de Seo-ha a convoqué le secrétaire Do-yoon pour surveiller Seo-ha et il a même mentionné qu'il serait déplacé dans 2 ans. Ensuite, il a remis une liasse de billets au secrétaire Do-yoon, mais celui-ci a refusé. Par ailleurs, Seo-ha a essayé d'appeler le secrétaire Do-yoon sans succès, et ne sachant pas conduire, il n'a eu d'autre choix que de demander de l'aide à Ji-eum. Il a appelé en priant pour que Ji-eum ne décroche pas, mais la réalité ne s'est pas déroulée comme il l'espérait. Car l'appelant étant Seo-ha, Ji-eum a répondu immédiatement. Du coup, Ji-eum est allé chercher Seo-ha en voiture et ils se sont arrêtés devant une forêt. Ji-eum ne s'attendait pas à ce que Seo-ha apporte des fleurs pour visiter une tombe, et elle a été encore plus choquée de découvrir qu'il s'agissait de sa tombe d'une vie antérieure. Seo-ha s'annouilla, et pour la première fois devant Ji-eum, il se permit de pleurer comme un enfant. Debout devant sa propre tombe, Ji-eum était submergée par la confusion. Jusqu'à présent, elle n'avait ressenti que sa propre douleur. Mais aujourd'hui, dans cette vie, c'est la première fois qu'elle comprenait le chagrin de ceux qui restent. Sachant que Seo-ha était en deuil, Ji-eum l'emmena dans un jardin de cerisiers à proximité. Seo-ha demanda soudainement à Ji-eum ce qu'elle aimait. Sans hésitation, elle répondit qu'elle l'aimait. Lorsque Ji-eum demanda à Seo-ha en retour quel était son type, Seo-ha réfléchit un instant puis répondit qu'il aimait les femmes plus âgées. Il voit qu'il n'arrive toujours pas à oublier Ji-won. Cependant, Ji-eum a continué en disant que les gens lui disaient souvent qu'elle semblait avoir une maturité qui dépassait son âge. Cela a laissé Seo-ha sans voix. Il s'est dit que c'était un signe d'intransigeance. Dès que Ji-eum a pris la route, un camion a filé à toute vitesse, déclenchant chez Seo-ha les souvenirs traumatiques de l'accident passé. Ji-eum lui a rapidement tendu un sac à air pour l'aider à respirer et à se calmer, ce qui l'a finalement apaisé. Après aujourd'hui, Ji-eum a enfin compris la douleur et la perte de ceux qui restent. De Seo-ha, de sa famille, de sa vie passée, et même de sa nièce Ae-kyung de sa vie précédente. Ji-eum boit un verre, le jour anniversaire de sa propre mort, et remercie Ae-kyung de lui avoir rappelé que c'était aussi l'anniversaire de Seo-ha. Elle s'est donc précipitée sous la pluie jusqu'à chez lui. Seo-ha était assis seul, jouant du piano dans la pièce silencieuse.
Depuis le départ de Ji-eum de ce monde, il n'avait plus jamais célébré son anniversaire, car il craignait que cela ne lui rappelle le moment où elle avait rendu son dernier sou. À ce moment-là, Ji-eum a pris un taxi pour se rendre chez Seo-ha, ignorant qu'une autre personne était arrivée avant elle. Dès que Seo-ha ouvrit la porte, Ji-eum saisit l'occasion pour l'interrompre. Elle avait entendu dire que faire une déclaration d'amour le jour de son anniversaire serait inoubliable, alors elle a avoué à Seo-ha qu'elle l'aimait. Seo-ha a peut-être pensé qu'elle était impulsive, mais il ne savait pas que cette confession soudaine était aussi imprégnée de l'espoir de Ji-eum que... Désormais, il ne se souviendrait que de cette déclaration le jour de son anniversaire et oublierait les douloureux souvenirs du passé. Cependant, à ce moment crucial, Choi-won ouvrit soudainement la porte et toutes deux se retrouvèrent les yeux dans un silence stupéfait. Comme si une confrontation dramatique entre les deux femmes allait se dérouler. Seo-ha, sans ménagement, utilisa l'excuse d'avoir un invité pour renvoyer Ji-eum, puis retourna à l'intérieur. L'atmosphère à l'intérieur de la maison était tout aussi tendue. Même s'il avait juré de ne plus jamais fêter son anniversaire, Choi-won insista obstinément pour qu'il souffle les bougies. Seo-ha lui ordonna avec colère de quitter sa maison en 3 minutes. Accablé par la douleur, Choi-won se disputa avec lui avant de partir immédiatement. En atteignant le portail, Choi-won fut surprise de voir Ji-eum toujours là. Elle tendit à Ji-eum le gâteau qu'elle avait préparé pendant les 4 dernières heures. Ji-eum ne put s'empêcher de demander à Choi-won s'il aimait Seo-ha. Choi-won ne répondit pas directement, mais demanda plutôt à Ji-eum si elle renoncerait à Seo-ha s'il l'aimait. Ji-eum reste silencieuse. Le fait que sa sœur cadette aimait aussi Seo-ha mit Ji-eum dans une situation extrêmement embarrassante. Elle aimait Seo-ha, mais ne voulait pas rivaliser avec Choi-won. Le lendemain matin, lorsque Ji-eum rencontra à nouveau Seo-ha, celui-ci se rappela sa confession de la veille. Ji-eum réalisa qu'elle avait été un peu agressive et prit l'initiative de s'excuser auprès de lui pour dissiper l'atmosphère gênante. Seo-ha la remercia soudainement, puis s'éloigna maladroitement. Le projet de rénovation de l'hôtel a rencontré quelques difficultés. L'entreprise refusant d'investir, Seo-ha n'a eu d'autre choix que de solliciter une aide extérieure. Il est allé rencontrer son oncle, dont l'intervention a considérablement amélioré ses chances d'obtenir des fonds. Après la discussion, Seo-ha ne pouvait pas rentrer seule, alors sa secrétaire Do-yoon est venue le chercher. Inopinément, dès leur arrivée, la secrétaire Do-yoon a été interceptée par Ji-sok. Son ancien camarade de classe l'a également arrêté. Ji-sok, fort de son pouvoir, s'est moqué de lui et a écrasé son téléphone sous les yeux de ses amis. Témoin de cet incident et indigné pour Do-yoon, Seo-ha a jeté une bouteille de vin sur la tête de Ji-sok et a failli le frapper. Mais heureusement, la secrétaire Do-yoon est intervenue à temps. Les deux hommes ont ensuite discuté de leur travail et sont partis bras dessus, bras dessous. Le lendemain matin, Seo-ha apporta un bouquet de fleurs avec l'intention de le placer dans le pot à fleurs du hall de l'hôtel. Cependant, un inconnu était arrivé avant lui et y avait déjà placé un bouquet identique. En voyant cela, Seo-ha demanda à Ji-eum si c'était elle qui avait remplacé les fleurs. En apprenant que c'étaient les fleurs que l'ancien amour de Seo-ha appréciait particulièrement, Ji-eum fut choqué. Était-ce juste qu'il ait aimé quelqu'un d'autre auparavant? À ce moment-là, Choi-won entra soudainement en portant un grand bouquet de fleurs. La secrétaire Do-yoon l'a arrêtée et lui a demandé pourquoi elle était là. Il s'est avéré que Choi-won avait utilisé un faux nom pour soumettre une proposition pour le projet de rénovation paysagère de l'hôtel afin de les aider toutes les deux. Seo-ha a ensuite appelé la secrétaire Do-yoon dans un bureau pour l'interroger sur le choix de Choi-won, étant donné qu'il était actuellement incapable de... Pendant la dispute, Ji-eum a dû fermer la porte discrètement, ne voulant pas que les mots durs blessent Choi-won. Choi-won s'est précipitamment retournée et est sortie, mais après avoir parcouru une courte distance, elle s'est assise par terre et a pleuré. Ji-eum l'a rapidement suivie. Elle ressentait une profonde empathie pour sa sœur, mais ne savait pas comment la réconforter. Elle a invité Choi-won à boire un verre ce soir-là. Après quelques verres, Choi-won a avoué être tombée amoureuse au premier regard, ce qui a intrigué Ji-eum. Elle se souvenait de la première fois où Seo-ha et Choi-won se sont rencontrés. C'était aussi intense que ça. Choi-won lui avait même dit qu'il avait un jeune frère, minutieux, qui tenait les comptes et qui conduisait très bien. La description de la personne dont Choi-won parlait différait de plus en plus de l'image que Ji-eum avait de Si, ce qui l'a conduite à confirmer et à demander si Choi-won aimait. Plutôt la secrétaire de Yoon. Choi-won a confirmé que c'était vrai. En entendant cela, Ji-eum a soudainement ri. Il s'est avéré que l'affection initiale de Choi-won n'était pas pour Seo-ha, mais pour la secrétaire Do-yoon, qui était toujours à ses côtés. À ce moment-là, Ji-eum a enfin pu se détendre, soulagé après des jours de lutte acharnée pour faire face à cette situation embarrassante. Choi-won a alors révélé à Ji-eum son plus grand rival, qui était aussi sa sœur aînée décédée. Finalement, Choi-won, extrêmement ivre, a été ramenée chez elle par Ji-eum. Elle a déposé Choi-won devant la maison de sa mère biologique de sa vie passée, puis s'est rapidement cachée à proximité. Lorsque sa mère est sortie, elle n'a pas hésité à gifler Choi-won et à murmurer « Pourquoi ne bois-tu pas avec un homme si tu dois boire ?» Elle a ensuite demandé à Choi-won quand elle envisageait de se marier. Ji-eum, se cachant au loin, n'a pu s'empêcher de rire, admirant le fait que sa mère était toujours la même.
Cependant, ces mots ont été entendus par sa mère, qui a attrapé le bras de Ji-Eum et les larmes aux yeux lui a demandé si elle était Ji-Won. Mais Yoo-seon se souvenait des paroles de Ji-Eum selon lesquelles un jour, elle se réincarnerait et lui reviendrait. Alors, elle avait toujours cru et attendu son retour. Les deux se sont étreints avec émotion. Cela semblait un moment de bonheur maternel, mais la réalité amère brisa cette illusion. Il s'avéra que ce n'était que l'imagination de Ji-Eum, alimentée par son profond désir de retrouver sa famille. Seo-ha, qui avait l'intention de rendre visite à Choi-won, vit Ji-Eum agir étrangement devant la maison, pleurant et riant comme si elle était folle. Il s'approcha d'elle et la fit se retourner pour ne voir qu'un flot de larmes sur son visage. Ji-Eum fut choqué et appela inconsciemment le nom de Seo-ha, ce qui le fit l'associer à la Ju-won de ses souvenirs. Ji-Eum, sorti de sa torpeur, réalisa qu'il s'agissait d'un lapsus qui avait involontairement déconcerté Seo-ha. Elle expliqua rapidement qu'elle était Ji-Eum et n'oublia pas de lui avouer une nouvelle fois ses sentiments. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Madame Yoo-seon, entendant le bruit dehors, sortit pour voir ce qui se passait. Ne voulant pas être vu, Seo-ha prit la main de Ji-Eum et ils s'enfuirent rapidement. Alors qu'il s'était arrêté, Ji-Eum fit soudainement remarquer que la main de Seo-ha était très douce. Gêné, Seo-ha étira sa main. Pour expliquer son comportement étrange plus tôt, Ji-Eum menta à Seo-ha disant qu'avoir vu Choi-won et sa mère lui avait rappelé sa propre mère qui l'avait quitté. Elle se pencha ensuite et lui demanda s'il voulait faire un deuxième tour, ce qui s'avéra signifier aller manger des nouilles. Tous les deux assis décontractément devant un magasin de proximité, ils avaient l'air aussi intimes qu'un couple. Après avoir mangé, Ji-Eum l'a aidé à prendre un taxi pour rentrer chez lui. Pendant le trajet, Seo-ha était extrêmement confus, voyant la présence de Ji-Eum partout. Il dut se rappeler de rester vigilant, de ne pas se laisser endoctriner. Au lieu de rentrer chez lui, Seo-ha est allé chez le secrétaire Do-yoon, où il a rencontré le frère cadet de Do-yoon devant la maison. Il s'est avéré qu'il était le gérant du MI Hotel, mais il y a des moments où il est aussi effronté que ça. Après avoir mangé chez autrui, il demande même à passer la nuit. Ce soir-là, alors qu'ils allaient se coucher, Seo-ha a dit au secrétaire Do-yoon qu'il avait décidé de rencontrer Choi-won pour discuter d'une potentielle collaboration. Pour être juste, sans les problèmes non résolus dans son cœur, Choi-won était une personne compétente. Seo-ha a été taquiné par la secrétaire Do-yoon à la mention de Ji-Eum. Il s'est senti gêné et s'est retourné pour signifier qu'il voulait dormir, mais ses pensées ont inconsciemment dérivé vers elle. Pendant ce temps, Ji-Eum rentrait chez elle et sur une route déserte, elle a croisé un homme vêtu d'un costume noir. Au moment où ils se sont croisés, l'homme s'est soudainement arrêté, fixant Ji-Eum d'un regard intense et suspect. En rentrant chez elle, Ji-Eum a confié à Hae-kyung avoir rencontré sa mère d'une vie passée aujourd'hui. Hae-kyung a remarqué que Ji-Eum n'était pas de bonne humeur, alors elles ont sorti de l'alcool pour boire. On pourrait appeler Ji-Eum une déesse de l'alcool, car techniquement, c'était son 3e verre de la journée. Elle a avoué à sa nièce qu'elle voulait être avec Seo-ha en tant que Ji-Eum et non Ju-won. Pendant ce temps, l'homme en costume noir réapparut, tenant une boîte en bois poussiéreuse contenant un bâton à jouer au dé, ressemblant au bâton utilisé par les anciens chamans. Le secret de la réincarnation de Ji-Eum pourrait bientôt être révélé. Le lendemain matin, Seo-ha et la secrétaire Do-yoon sont allés rencontrer Choi-won pour discuter de la collaboration, et Ji-Eum est apparu de façon inattendue. En regardant Ji-Eum, Choi-won se souvint soudainement de l'avoir ramené chez elle la veille. Ce souvenir donna à Choi-won le sentiment que Ji-Eum était comme sa sœur. Elle n'arrêtait pas de demander à Ji-Eum si elle s'était déjà rencontrée, faillissant faire révéler accidentellement la vérité à Ji-Eum. Elle fut prise de panique et laissa tomber la théière par terre. Seo-ha se précipita pour l'aider à nettoyer. Ji-Eum et Choi-won ont applaudi, louant Seo-ha pour son côté gentleman. Alors que Seo-ha et Ji-Eum se promenaient dans le jardin, elle a déclaré avec audace que dorénavant, elle lui avouerait son amour 3 fois. Si au 3e essai, il la rejetait toujours, elle abandonnerait. Elle ne croyait pas qu'il la refuserait encore au 3e essai. Pendant ce temps, l'ambiance était tout aussi gênante avec Choi-won, qui a suggéré directement à la secrétaire Do-yoon d'aller à un rendez-vous arrangé avec elle. Voyant l'expression radieuse de Choi-won, il semblait que la secrétaire Do-yoon avait pu se radoucir, mais malheureusement, il a de nouveau refusé. Le lendemain matin, alors que Ji-Eum allait au travail, elle a reçu un appel téléphonique de son frère. Dès qu'elle a décroché, il lui a réclamé de l'argent. Ne voulant plus rien entendre, elle a raccroché. Seo-ha a également une matinée difficile. Dès son arrivée à l'hôtel, il a croisé le visage arrogant du fils du directeur. Sans rien dire, Seo-ha a directement ordonné à la sécurité de le faire sortir de l'hôtel, puis est allé rencontrer le directeur. En apprenant que son fils avait été expulsé, la directrice ne put plus garder son calme et commença à lancer des menaces voilées à Seo-ha, laissant entendre qu'elle en savait plus que Louis. Après avoir quitté son bureau, Seo-ha a ordonné à la secrétaire Do-yoon d'aller au service comptabilité pour récupérer certains documents. Il décida de revoir tous les dossiers une fois de plus pour découvrir ce que la directrice avait exactement fait au cours des 3 dernières années. Profitant du fait que personne au service comptabilité ne faisait attention, la secrétaire Do-yoon rassembla tous les documents. Se rendant compte qu'il était déjà très tard, Seo-ha a invité le secrétaire Do-yoon à dîner avec lui.
Mais Do-yoon a décliné et n'a pas caché le fait qu'il devait rencontrer le président, qui était aussi le père de Seo-ha. N'ayant pas le choix, Seo-ha a pris un taxi pour rentrer seul. En chemin, il a été choqué de voir Ji-young courir frénétiquement, poursuivi par un homme. Il s'est avéré que son frère était venu chez elle pour lui réclamer de l'argent, lui avait brutalement attrapé les cheveux. Tentant de l'arrêter, Seo-ha a reçu un coup de poing et a été blessé. Voyant cela, Ji-young, le cœur brisé, s'est retourné et a frappé son frère, puis l'a chassé. Seo-ha a demandé des explications, et Ji-young a honnêtement admis qu'elle ressemblait maintenant à quelqu'un du bas de l'échelle sociale s'accrochant à lui pour s'élever. Seo-ha a réfuté cela directement, déclarant que si elle était une personne avide d'argent s'accrochant à lui, elle aurait l'air plus pitoyable, pas aussi agressive que ça. Remarquant la détresse de Ji-young, il l'a invité à boire un verre, exprimant le désir de l'entendre parler. Ils ont bu coup sur coup jusqu'à ce que Seo-ha soit ivre, les yeux remplis de la belle image de Ji-young. Être avec Ji-young lui rappelait toujours Ju-won. Il lui a pris le visage entre ses deux mains et l'a rapproché de lui. Ji-young l'a prévenu de ne pas faire ça, ou elle pourrait l'embrasser. Seo-ha, sur un ivre et provocateur, l'a défié de l'embrasser. Cependant, pour empêcher Seo-ha de le regretter le lendemain, Ji-young s'est retenu, espérant qu'il dirait cela sobre. Pendant ce temps, la secrétaire Do-yoon faisait un rapport sur la situation de Seo-ha au PDG, choisissant de parler de manière vague et sans mentionner les problèmes de comptabilité auxquels Seo-ha était confronté. Le président semblait prêter attention à Ji-young. En raison de sa situation familiale complexe, le président lui a demandé de tenir Ji-young éloigné de Seo-ha et de l'entreprise. De son côté, Ji-young avait du mal à ramener Seo-ha inconscient chez elle, incapable de trouver un taxi. Elle a soudainement eu l'idée d'emprunter un chariot pour le tirer. Ce moment lui a semblé un retour à une vie antérieure, lorsqu'elle était un jeune homme dynamique. Peut-être parce qu'elle était si vigoureuse, elle n'a pas remarqué que Seo-ha prenait progressivement du retard. Ce n'est que lorsque le chariot s'est allégé, qu'elle s'est rendue compte qu'il était tombé et dormait profondément dans la rue. N'ayant pas d'autre choix, Ji-young dut demander à quelqu'un de venir le chercher en voiture. Elle le plaça sur le siège passager, sachant que Seo-ha était toujours traumatisée et ne pouvait pas s'asseoir à l'arrière. Cela laissa Won perplexe, pensant qu'elle et Seo-ha étaient proches. Mais elle n'en avait pas conscience. Tous les deux ramenèrent Seo-ha chez lui. Dans son état semi-conscient, Seo-ha continua de revivre l'accident, serrant la main de Ji-young et la suppliant à plusieurs reprises de ne pas le quitter. Voyant l'état pitoyable de Seo-ha, elle réalisa soudainement combien il avait été prisonnier de ce moment douloureux toutes ces années. En étant témoin de l'état de Seo-ha jusqu'à ce moment, Cho-won ressentit véritablement sa douleur. Elle est sortie, s'est assise et a pleuré sans pouvoir s'arrêter. Cho-won n'arrivait pas à imaginer la souffrance de Seo-ha pendant toutes ces années, ayant elle-même subi la même douleur de perdre quelqu'un d'important. Pourtant, elle l'avait blâmé pour la mort de sa sœur, croyant que c'est à cause de lui qu'elle était morte, transformant cela en une écharde dans le cœur de Seo-ha. Pendant ce temps, dans la pièce, Ji-young ne pouvait retenir ses larmes en découvrant que Seo-ha gardait toujours la boîte qu'elle lui avait offerte il y a des années. Ce soir-là, en se couchant, Ji-young a fait un cauchemar. Dans son rêve, le bâton de dé est réapparu et un couteau a été planté dans quelqu'un, faisant sursauter Ji-young au réveil. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait fait un tel rêve, et à chaque fois, Ek-young se sentait malade et à bout de souffle. Avant l'aube, Seo-ha a été réveillé par le son de la sonnette. Il a souri en voyant que c'était Ji-young dehors. Entendant des pas approcher, Seo-ha s'est retourné, mais devant lui se tenait Ju-won, le visage couvert de sang. Les images d'elle et de Ji-young ne cessaient de se chevaucher dans son esprit, lui causant un violent mal de tête. Seo-ha s'est réveillé, réalisant que ce n'était qu'un cauchemar. À ce moment-là, le secrétaire Do-yoon est arrivé pour l'emmener au travail comme d'habitude. En entrant dans le salon, il a été surpris de trouver tous les meubles en désordre. Le secrétaire Do-yoon est allé chercher Seo-ha dans la chambre et voyant l'état instable de Seo-ha, la secrétaire Do-yoon appelle pour interroger Ju-won, lui demandant pourquoi elle a laissé Seo-ha s'enivrer autant et perdre ainsi la tête. Mais la personne qui était sortie boire avec Seo-ha n'était pas Ju-won, mais Ji-young. La sonnette a de nouveau retenti chez Seo-ha, et cette fois-ci, c'était bien Ji-young. Mais peut-être, à cause du cauchemar de la nuit précédente, Seo-ha ne voulait pas la voir à ce moment-là. Après avoir attendu longtemps sans que personne ne lui ouvre, Ji-young est finalement parti. Alors que Ji-young attendait au feu rouge pour traverser la rue, une mystérieuse jeune fille s'est approchée d'elle. Voyant un garçon distrait par son téléphone et ne faisant pas attention à la circulation, les deux filles ont rapidement levé la main pour l'arrêter. Ji-young a pincé la joue du garçon et l'a averti de faire attention en traversant la rue. Soudain, la mystérieuse fille s'est retournée, a souri et l'a appelé Ju-won. Être appelée par un nom d'une vie passée par une inconnue a laissé Ji-young quelque peu désemparée. Elle a regardé la jeune fille s'éloigner, sentant vaguement quelque chose. Pendant ce temps, Seo-ha était immergée dans la piscine, plongée dans ses pensées. Les moments passés avec Ji-young l'avaient vraiment fait oublier tous ses soucis et lui avaient allégé le cœur. Seo-ha se demandait si c'était cela, avoir des sentiments pour quelqu'un, et s'il pouvait l'accepter. Alors que Seo-ha était encore sous l'eau, Ju-won, inquiète pour lui, accourut. Voyant Seo-ha flotter immobile dans la piscine, elle paniqua et sauta à l'eau. Après s'être assurée qu'il allait bien, elle éclata en larmes, croyant qu'il s'était noyé.
il n'y a que le secrétaire Do-yoon qui doit s'occuper de deux personnes. Il apporta à Seo-ha un verre d'eau chaude pour être ensuite surpris par le commentaire de Seo-ha. Seo-ha a dit qu'il semblait aimer Ji-young. La secrétaire Do-yoon lui a dit que s'il l'aimait, alors il suffisait de l'aimer, pas besoin de faire tout ce remue-ménage. Seo-ha a rétorqué lourdement qu'à chaque fois qu'il voyait Ji-young, il pensait à Ji-won. Cela le rendait fou. À ce moment-là, la secrétaire Do-yoon était sans voix. Pour résoudre les problèmes avec Seo-ha, Cho-won a demandé à la secrétaire Do-yoon d'organiser une rencontre avec Seo-ha. Ils ont convenu de se rencontrer sur la plage, où la secrétaire Do-yoon emmènerait Seo-ha se promener. Cho-won y a réfléchi et a décidé d'inviter Ji-young à venir. Sur la plage bleue, Seo-ha et Ji-young se tenaient et discutaient. Seo-ha avait beaucoup de questions à lui poser, comme pourquoi elle avait pleuré ce jour-là, pourquoi elle l'avait appelé si familièrement sans utiliser de titre honorifique. Alors qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle, au lieu de lui répondre, Ji-young choisit de garder le silence au milieu de la plage ensoleillée et venteuse. Ji-young lui avoua une nouvelle fois ses sentiments. Cette fois, Seo-ha ne refusa pas, mais il ne répondit pas immédiatement. Ji-young l'entraîna alors dans une danse. Tous deux riaient joyeusement, s'immergeant dans la danse et ignorant tout autour d'eux. Soudain, une averse apparut et ils durent se réfugier temporairement dans la villa voisine de Seo-ha. Là, Cho-won et Seo-ha ont progressivement résolu leurs problèmes. Pendant ce temps, Ji-young était toujours dans son ancienne villa familiale, d'une vie passée lorsque le mystérieux jeune homme est soudainement apparu au restaurant Daekyung. Il est venu demander du travail supplémentaire au magasin, mais inopinément, c'est à ce moment-là que Kyung s'est évanouie. Elle a été emmenée à l'hôpital et est restée inconsciente pendant 5 heures avant de se réveiller. Malgré de multiples examens, aucune maladie n'a été détectée. Elle a dit au garçon de ne rien révéler à personne, y compris à Ji-young. À ce moment-là, Ji-young a été soudainement réveillée par un coup de tonnerre. Elle a erré dans la vieille maison et s'est remémoré les souvenirs de l'époque où elle était encore Ji-won. Elle a retrouvé la vieille poupée qu'elle avait cachée dans un endroit secret. Cependant, Cho-won a vu cela. Voyant que Ji-young avait découvert ses propres cachettes et celles de sa sœur, Cho-won ne put s'empêcher de crier et demanda à Ji-young comment elle connaissait cet endroit. Ji-young, encore perdue dans ses souvenirs, fut simplement surprise. Pour se justifier, elle dit qu'elle cherchait un élastique à cheveux et s'excusa d'avoir touché les choses de la maison sans faire attention. Seo-ha avait été témoin de tout cela, ce qui troubla à nouveau ses sentiments. Bravant la pluie, Seo-ha sortit se promener seule. Ji-young prit précipitamment un parapluie et le poursuivit. Sous la pluie, Seo-ha a vu l'image de Ji-won sur Ji-young et a réalisé que l'ombre laissée par Ji-won était trop grande. Finalement, Seo-ha a rejeté les avances de Ji-young sur la plage. Ji-young est rentrée chez elle, sachant qu'Ae-kyung souffrait de douleurs articulaires récemment. Elle lui avait donc acheté un cadeau spécial. Cependant, elle a été surprise de constater qu'après seulement une journée d'absence, Ae-kyung avait déjà engagé un nouvel employé et lui avait permis de manger et de dormir là-bas. Ji-young s'est inquiété et a scruté le nouvel employé avec des yeux interrogateurs. Pendant ce temps, Seo-ha attendait dans le bureau du PDG. Il avait découvert des preuves que Mme Yeon-ok utilisait les fonds de la société à des fins personnelles. Il l'a menacé de coopérer à la rénovation de l'hôtel ou d'être renvoyé dans la disgrâce comme son fils. Incapable de résister à la pression de Seo-ha, Mme Yeon-ok le poursuivit avec des documents dans l'intention de le frapper. Ji-young s'interposa rapidement devant Seo-ha pour le protéger. À ce moment-là, l'oncle de Seo-ha apparut, arrêtant précipitamment Mme Yeon-ok, puis l'éloignant. Le lendemain, des usuriers se sont rendus au domicile du frère aîné de Ji-young. Incapable d'obtenir de l'argent de sa sœur, il avait révélé que sa sœur avait un petit ami très riche qui pourrait rembourser la dette. De ce fait, les gangsters sont venus chercher Seo-ha. Le frère de Ji-young l'a utilisé pour attirer Seo-ha dans un endroit isolé. Ceci a été constaté par Do-jin, le frère cadet du secrétaire Do-yoon. Pendant ce temps, Ji-young a reçu un message étrange, lui ordonnant de venir immédiatement s'il ne voulait pas que son petit ami soit battu. Peu après, une image lui a été envoyée et elle a été horrifiée de voir le visage de Seo-ha. De son côté, Seo-ha, découvrant que les usuriers l'utilisaient pour menacer Ji-young, a décidé de les ignorer et de partir. Cependant, ils l'ont brutalement empêché de partir en utilisant la force. Alors que le chef allait être la prochaine victime, Do-jin est arrivé en courant et l'a frappé avec un bâton. Do-jin, le frère cadet du secrétaire Do-yoon, avait suivi Seo-ha et les usuriers jusqu'ici. En tant qu'athlète, Seo-ha lui a rappelé de faire attention à ne frapper personne. Mais Do-jin a rétorqué que, comparé à une arrestation au poste de police, il valait mieux que le fils du président du Mi soit accusé de voies de fait. Cette manière inhabituelle de parler a réussi à effrayer les usuriers. Le son des sirènes de police les a fait fuir précipitamment. Il regarda en direction de la voiture de police et fut très surpris de constater qu'il n'y avait aucune voiture de police. Il s'est avéré que Ji-young, parti en urgence, avait utilisé un haut-parleur pour imiter le son d'une sirène de police. Heureusement, Ji-young était arrivée juste à temps. Elle baissa la tête et s'excusa pour les problèmes qu'elle lui avait causés. Alors que Seo-ha et Ji-young discutaient de la manière de résoudre le problème pour elle, le regard perçant de Do-jin a percé à jour la situation. Il les interrompit et appela la belle-sœur de Ji-young, malgré le refus catégorique de Seo-ha. Tous deux continuèrent à s'appeler belle-sœur et beau-frère, et leur affection fraternelle grandissait. Ils décidèrent même d'aller faire un barbecue ensemble.
Seo-ha, n'ayant pas d'autre choix, suivit à contre-cœur. Pendant ce temps, Jo-won restait assise seule, songeuse, de plus en plus suspicieuse du comportement étrange de Ji-young. Elle rencontra par hasard le secrétaire Do-yoon et leur conversation tourna autour de Ji-young. Le secrétaire Do-yoon apprit à Cho-won que Ji-young avait admis que son approche envers Seo-ha et Cho-won était intentionnelle. De son côté, Ji-young, profitant du barbecue avec Seo-ha et Do-jin, reçut un appel de Cho-won. Elle alla trouver Cho-won et la vit boire seule. Ji-young lui a demandé ce qui s'était passé, mais Cho-won, influencé par les paroles de la secrétaire Do-yoon plus tôt, était très déçu par Ji-young. Elle pensait que Ji-young avait délibérément approché Seo-ha en prétendant être Ju-won, utilisant sa propre souffrance pour gagner son affection. Cho-won a appelé Ji-young pour la prévenir que si elle lui faisait ça, à elle et à Seo-ha, à nouveau, elle ne la laisserait pas s'en tirer. Ji-young a précipitamment couru après Cho-won, la voyant encore douce. Cho-won n'a pu s'empêcher de questionner Ji-young, lui demandant pourquoi Ji-young lui faisait ressentir autant la présence de sa sœur, pourquoi elle connaissait tous les secrets de sa sœur et d'elle-même, et pourquoi elle lui avait caressé affectueusement la tête. Cho-won a même pensé irrationnellement que si Ji-young était sa sœur, tout aurait un sens. Cela la rendait folle et elle souhaitait que Ji-young soit vraiment sa sœur. Voyant Cho-won fondre en larmes, Ji-young hésita. Elle ferma les yeux, se répétant sans cesse que cela lui ferait regretter, mais ses émotions la trahissaient. Elle prit Cho-won par les épaules et lui parla doucement, comme une sœur aînée. Même si elle savait qu'elle ne le devait pas, elle avoua être Ju-won. Contrairement à ce qu'espérait Ji-young, Cho-won pensa que Ji-young mentait à nouveau. Elle se retourna pour partir, mais Ji-young la retint. Young expliqua patiemment à sa jeune sœur qu'elle était retournée plusieurs fois dans la vieille maison parce qu'elle lui manquait, ainsi qu'à leurs parents. Se basant sur ses souvenirs, elle mentionna même que Cho-won avait 3 grains de beauté à la nuque et une large cicatrice dans le dos, due à une profonde coupure par un miroir lorsqu'elle était petite, des détails dont Cho-won elle-même ignorait l'existence. Cho-won ne ressentait que l'absurdité de l'idée de réincarnation et de souvenirs d'une vie antérieure. Ji-young est rentrée chez elle et a raconté à Ae-kyung sa conversation avec Cho-won. Soudain, Ji-young a entendu sonner un téléphone et elles ont découvert Min-ji, dont elles ignoraient s'il avait entendu la conversation. Il s'est avéré qu'il était là pour rencontrer la mystérieuse jeune fille nommée Anna. Il semblait qu'elles se connaissaient. Elles surveillaient secrètement Ji-young et Seo-ha et discutaient même de la récente maladie d'Ae-kyung, suggérant qu'elles avaient découvert un secret. Pendant ce temps, Cho-won est retourné chez sa mère et l'a interrogée sur des événements de sa jeunesse pour vérifier les affirmations de Ji-young. Sa mère était stupéfaite, car tout ce que Cho-won mentionnait était vrai. Cependant, elle a pensé que Cho-won était trop jeune à l'époque pour se souvenir de ces détails avec précision. À cause de cela, Cho-won est restée sonnée pour le reste de la journée. Pour renforcer davantage sa confiance, lorsqu'elle a rencontré Seo-ha par hasard, elle lui a demandé s'il croyait aux vies antérieures. Cette question a laissé Seo-ha stupéfait, car Ju-won lui avait posé une question similaire auparavant. En entendant cela, Cho-won a immédiatement demandé si elle avait dit autre chose. Se rendant compte que sa réaction avait peut-être été un peu excessive, Cho-won a ensuite demandé si Ji-young était au bureau. Seo-ha l'a informé que Ji-young avait pris sa journée de congé. Il s'est avéré que Ji-young avait pris congé, car elle se préparait à rencontrer le directeur de la société de prêts usuraires pour régler la dette de son frère. Elle pensait que pour vaincre l'ennemi, il fallait viser le général, alors elle s'est rendue directement au bureau pour rencontrer le directeur de la société. Ji-young a apporté un vase en céramique bleue de la dynastie Goryeo pour garantir sa dette. En apprenant que le petit ami de Ji-young était issu d'une famille riche, le vase bleu a soudainement pris plus de valeur. Le directeur est devenu beaucoup plus accommodant. Il a accepté le vase et Ji-young lui a présenté un contrat de remboursement de dette, exigeant qu'il le signe, tout en le menaçant du fait que son entreprise fonctionnait sans enregistrement. Le directeur a été contraint de tamponner le contrat. Au moment où il semblait que l'affaire était réglée, le frère aîné de Ji-young est soudainement apparu. Il était perplexe quant à sa présence. Après le départ de Ji-young, il a écouté furtivement la situation à l'intérieur du bureau du directeur et a entendu des nouvelles choquantes. Il s'est avéré que l'accident impliquant Seo-ha et Ju-won a été causé par ce réalisateur. De plus, il ne s'agissait pas d'un accident ordinaire, mais d'un acte délibéré. Le réalisateur lui-même a admis avoir eu très peur en apprenant la mort d'un enfant innocent. Revenons à Cho-won. Ce même soir, elle a reçu un appel inattendu de sa mère. Auparavant, Cho-won s'était interrogée sur le caractère de sa sœur aînée, et sa mère a soudainement évoqué un souvenir ancien datant d'un événement dans le jardin, où Ju-won avait eu un comportement très étrange. Elle a raconté que Ju-won avait répété qu'elle se réincarnerait et reviendrait la retrouver, lui demandant de ne pas trop s'affliger si elle mourait. En entendant cela, Choi-won s'est souvenu du comportement inhabituel de Ji-young et de ses derniers mots lorsqu'elle a dit que sa vie passée était celle de Ju-won. Ko-won a rapidement raccroché et immédiatement parti en voiture, décidant de se retrouver dans une petite ruelle près de chez Ji-young. Cho-won a décidé d'essayer de croire l'histoire mythique de Ji-young. Si plus tard elle découvre que Ji-young lui a menti, elle ne lui pardonnera jamais. Le signe de tête de Ji-young a brisé la dernière barrière dans son cœur.
Kwon s'est précipitée pour embrasser Ji-young, et après tous ses doutes, elle a choisi de croire ce qu'elle voulait, acceptant que Ji-young était bien sa sœur Ju-won. Ji-young, stupéfaite, a enlacé sa sœur. C'était peut-être l'un des moments les plus étranges et les plus joyeux de sa 19e vie. Min-ji, observant de loin, a vu cette scène touchante et a immédiatement appelé Anna, disant que Ji-young avait ravivé un lien passé. Cependant, Ji-young n'était pas consciente. Ses actes ont compliqué les choses. Le lendemain matin, Ekyung s'habilla magnifiquement et dit à Ji-young qu'elle allait dîner avec Min-ji, lui demandant expressément de ne pas les déranger pendant leur rendez-vous. Cependant, l'état d'Ekyung semblait s'aggraver. De retour à la maison, peut-être son intuition rendit Ji-young suspecte envers Min-ji. Elle ouvrit la chambre de Min-ji pour vérifier et trouva l'étrange bâton ressemblant à des dés. Alors que Ji-young le ramassait et entendait le tintement de la clochette, les souvenirs de ses rêves refirent surface, la laissèrent stupéfaite et la firent lâcher le bâton. Elle ferma précipitamment la porte avant de sortir. Par coïncidence, Min-ji était rentré et avait été témoin de toutes les actions de Ji-young. Par ailleurs, le frère de Ji-young tenta de rencontrer Seo-ha pour discuter de ce qu'il avait appris. Finalement, Seo-ha découvrit que l'accident d'il y a des années était une tentative d'assassinat. Les yeux de Seo-ha trahissaient son incrédulité. Il ne pouvait immédiatement accepter ce secret. Le lendemain matin au travail, Cho-won appela innocemment la sœur de Ji-young devant tout le monde. Ji-young dut la prendre à part et lui rappeler de ne pas l'appeler ainsi en public, car son identité actuelle était Ji-young et non Ju-won, comme dans sa vie passée. Malheureusement, ces paroles furent entendues par le secrétaire Do-yoon dans l'escalier. Non seulement il entendit tout, mais il répéta exactement ce qu'il avait entendu. Le secrétaire Do-yoon ne croyait pas à la réincarnation et trouvait étrange de croire à ce qu'il disait. Cependant, Ji-young ne pouvait pas le laisser partir si facilement. Finalement, sous la pression de Ji-young, tous les trois convinrent de garder cette affaire totalement secrète. Cho-won lui a pris la main et a soudainement déclaré l'aimer, laissant les trois interloqués un instant. Reprenant son calme, Cho-won s'est rendu compte qu'elle s'était mal exprimée et s'est rapidement corrigée, disant qu'elle croyait en lui. Par conséquent, la secrétaire Do-yoon est partie, embarrassée, tandis que Cho-won, timide, enfouissait son visage dans l'épaule de sa sœur. Pendant ce temps, Seo-ha tenait la carte de visite de la société de prêts usuraires, réfléchissant aux paroles du frère de Ji-young. Il décida d'aller seul au bureau du directeur de la société de prêts. À l'insu de Seo-ha, Ji-young l'a vu et l'a suivi en voiture. Seo-ha n'a obtenu aucune information du directeur et lui a donné une semaine pour révéler l'identité du commanditaire de l'accident orchestré avant de partir. Dès le départ de Seo-ha, Ji-young est arrivée. Elle est arrivée juste à temps pour surprendre le directeur en conversation. Il racontait la récente visite de Seo-ha, ce qui fit réaliser à Ji-young qu'elle avait bien été tuée dans sa vie passée, raison pour laquelle elle avait été immédiatement réincarnée. De plus, Seo-ha est au courant de ce fait. Ji-young saisit le directeur à la gorge et lui demanda avec qui il avait parlé. Cependant, le directeur refusa de révéler quoi que ce soit, même sous la menace de mort, car s'il révélait l'information, il serait également tué. Simultanément, Seo-ha reçut un message de Ji-seok sur son chemin du retour. Ji-seok lui dit que le père de la secrétaire Do-yoon était le chauffeur impliqué dans l'accident de voiture il y a des années. Seo-ha se souvint qu'avant de rendre son dernier souffle, l'homme avait essayé de le réconforter et lui avait dit de ne pas avoir peur. De plus, le jour de la commémoration du père de Do-yoon coïncidait avec l'anniversaire de la mort de Ju-won. Seo-ha a immédiatement ordonné au chauffeur de changer de destination pour la maison de Do-yoon. Pendant ce temps, Ji-young est arrivé chez Seo-ha, mais ne l'a trouvé nulle part. Elle a appelé le secrétaire Do-yoon pour lui demander s'il était avec la réalisatrice, mais Do-yoon était toujours au bureau. Il était resté tard exprès pour attendre le retour de Cho-won. Cependant, lorsque Cho-won l'a invité à dîner, il a refusé. Malgré ses sentiments pour elle, Do-yoon a dû se retenir, ne voulant pas donner l'impression de vouloir séduire la riche héritière. Le fait d'avoir été plusieurs fois rabaissé pour être le secrétaire de Seo-ha l'avait déjà épuisé. À son retour, Do-yoon trouva Seo-ha chez lui. Seo-ha demanda à Do-yoon de sortir pour parler et l'entendit confirmer que le chauffeur décédé était son père. Seo-ha lui demanda ensuite pourquoi il ne lui avait rien dit s'il était digne d'être son ami. Do-yoon répondit avec découragement « Même si je le dis, rien ne changera. Je ne suis pas ton ami, je suis juste un secrétaire. » Il saisit la main de Do-yoon. Les deux hommes se sont alors pris violemment au poing jusqu'à ce que Seo-ha, sentant qu'il ne pouvait plus frapper Do-yoon, s'assoie à côté de lui. Et qu'il se calme progressivement. Do-yoon a expliqué qu'il pensait simplement que son père était décédé au travail. Quand il a dit qu'il n'avait jamais été un ami, c'était juste un moment de colère. Seo-ha a compris cela et ne s'en voulait que de ne pas le savoir jusqu'à présent. Trop de mauvaises choses étaient arrivées en une seule journée. Seo-ha rentra chez lui le cœur lourd et fut surpris de voir Ji-young assise dans un coin devant la porte, comme si elle l'attendait depuis longtemps. L'entendant dire qu'elle lui manquait et qu'elle était venue le voir, Seo-ha lui demanda si elle attendait depuis longtemps. Elle sentait qu'elle avait assez attendu pour comprendre combien il est difficile d'attendre quelqu'un. Sachant qu'il avait beaucoup de choses en tête,
elle lui demanda si elle pouvait être avec lui aujourd'hui. Au lieu de répondre à Ji-young, il lui demanda si elle pouvait le prendre dans ses bras. Dans les bras de Ji-young, sentant sa présence réconfortante, Seo-ha trouva enfin la paix. Ji-young dit qu'il n'aurait pas une fin malheureuse. Simultanément, dans la boutique d'Ae-kyung, Min-ji fixait le bâtonnet de cloche, perdu dans ses pensées. À cet instant, l'identité de Min-ji fut révélée. Il était professeur d'archéologie. Le but de l'approche de Min-ji envers Ji-young et Ae-kyung restait flou. Le secrétaire Do-yoon se réveilla avec un mal de tête, et un étrange souvenir de Cho-won lui apparut soudainement à l'esprit, le laissant perplexe. À ce moment-là, Cho-won a appelé, mais Do-yoon était tellement ivre qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, ce qui a laissé Cho-won un peu déçu. Il s'est avéré qu'elle seule se souvenait des événements de la nuit précédente. En fait, quelque chose d'autre s'était passé hier. Le père de Seo-ha, après mûre réflexion, avait donné l'ordre d'éliminer le directeur Jong-hoon, l'usurier. Mais pourquoi a-t-il fait éliminer ceux qui étaient impliqués dans l'accident qui a blessé son fils? Pour protéger sa propre vie, le directeur Jong-hoon a dû faire semblant de dissoudre sa société et de s'éloigner pour échapper à la détection. Cependant, en réalité, il possède toujours des preuves et des informations sur le conducteur du délit de fuite qu'il utilise pour se créer une voie d'échappatoire. Ce soir, Seo-ha a un important dîner de famille. Bien qu'il soit en famille, il ne manque aucune occasion de se moquer les uns des autres. Seo-ha est assis à table, semblant ignorer leurs remarques. Finalement, il se lève et demande à quitter la table car il ne peut plus manger. Malgré les ordres de son père de s'asseoir, Seo-ha insiste pour partir. Avant même de pouvoir sortir de la maison, il reçoit soudainement un appel du directeur Jong-hoon. Jong-hoon dit qu'il a risqué sa vie pour révéler la vérité à Seo-ha et exige qu'il prépare l'argent. Il mentionne également que le cerveau est quelqu'un d'uni et est très proche de Seo-ha. En sortant du dîner de famille Halo, cette nouvelle rend Seo-ha encore plus froid. Il ne fait pas attention à ses vêtements et finit par tomber dans la piscine devant lui. Contrairement à l'atmosphère qui y régnait, le repas familial entre Ji-young, Cho-won et Ae-kyung est extrêmement chaleureux car Ji-young leur manque. Cho-won est venu la voir et a appris qu'Ae-kyung était aussi la petite fille de Ji-young dans une vie antérieure. Elles trois ont eu une conversation extrêmement agréable et ont même demandé à Min-ji de leur prendre une photo en souvenir. Cho-won s'est saoulé et a demandé au secrétaire Do-yoon de venir la chercher, disant que puisqu'elle l'avait ramenée chez lui la dernière fois, il devait la ramener cette fois. Ils ont considéré que c'était quitte. Alors que le secrétaire Do-yoon était sans voix et impuissant, il reçut soudain un appel de Seo-ha. À cet instant, Seo-ha était complètement trempé, marchant lentement le long de la route. Au loin, une voiture approcha et s'arrêta brusquement devant lui. En se concentrant, il réalisa que la personne qui sortait était Ji-young. Elle prit doucement une serviette et la lui enroula autour. Incapable de se contenir, Seo-ha se baissa inopinément et embrassa Ji-young. Reprenant ses esprits, il se retira rapidement de ses lèvres. Mais Ji-young n'allait pas le laisser partir. Elle rapprocha Seo-ha d'elle, puis se pencha et l'embrassa profondément, laissant Seo-ha dans un état second. Cette fois, il ne refusa pas. Cependant, l'évolution soudaine de leur relation laissa Seo-ha un peu dépassée. L'apparition de Ji-young avait sauvé le monde de Seo-ha qui venait de s'effondrer. Ji-young le ramena chez lui et lui prépara même du bœuf braisé. Le goût familier rendit soudainement Seo-ha de nouveau gai, bien qu'il ne se souvienne plus que Ju-won avait préparé un plat similaire auparavant. Pendant ce temps, alors que Do-yoon aidait Cho-won à rentrer chez elle, elle se pencha soudainement pour l'embrasser. Étrangement, le secrétaire Do-yoon ne recula pas. Malheureusement, avant qu'elle puisse l'embrasser, elle s'est endormie sur son épaule. Il se souvint de la scène de ce jour où il était ivre et gloussa doucement. À ce moment-là, Cho-won se réveilla, se dégagea de son emprise et rentra chez elle seule. Cependant, elle se foula accidentellement la cheville au point de redevenir sobre. Elle s'éloigna en boitant tout en évitant Do-yoon comme si elle évitait un mauvais sort. De l'autre côté, Ji-young trouva le livre de Seo-ha et s'apprêtait à le lire quand soudain une fleur de péché tomba. Il s'avéra que Seo-ha avait toujours chéri chaque instant passé ensemble. Touchée, elle courut et l'embrassa par derrière. Alors qu'elle commençait à lui avouer de nouveau ses sentiments, Seo-ha l'interrompit soudainement. Elle l'embrassa sur la paume de la main, mais ne put s'empêcher de lui demander de sortir avec elle. Seo-ha sourit et répondit en lui demandant pourquoi cette précipitation et la rassura en lui disant qu'il l'aimait aussi. Mais d'abord, il lui demanda de l'attendre un peu plus longtemps. Seo-ha ajouta qu'il voulait être celui à lui avouer ses sentiments pour la 3e fois. Au moment où ils allaient s'embrasser, un appel téléphonique malvenu du frère de Ji-young brisa l'atmosphère romantique. Cependant, Ji-young fut surprise car l'appel n'était pas pour elle, mais pour Seo-ha. Ji-young alla confronter son frère, et après l'avoir interrogé, elle apprit que c'était lui qui avait révélé la vérité sur l'accident à Seo-ha. Elle l'a prévenu de ne plus importuner Seo-ha. Pendant ce temps, l'état d'Ae-kyung s'est aggravé au point que Min-ji a dû lui donner des analgésiques. Ae-kyung lui a demandé de l'aider à cacher sa maladie à Ji-young. Ji-young gardait toujours une attitude prudente envers Min-ji. Sachant qu'elle avait touché la cloche magique, Min-ji ne cacha plus rien et lui demanda directement depuis combien de temps elle se souvenait de sa vie passée. Ji-young fut choqué de découvrir que Min-ji se souvenait aussi de sa vie passée, tout comme elle. Min-ji
dans sa 23e vie actuelle, expliqua que pour que Ji-yoon comprenne pourquoi elle se souvenait de ses vies antérieures, elle devait découvrir les liens depuis sa toute première vie. Grâce à Minji, elle apprit que la cloche magique était un objet qui pouvait l'aider à se remémorer des souvenirs de cette vie. En effet, lorsqu'elle toucha la cloche magique, les souvenirs dans son esprit devinrent beaucoup plus clairs, mais la sensation douloureuse et désagréable la força rapidement à lâcher. Le manche de la cloche. Pendant ce temps, le père de Seo-ha avait découvert que son fils enquêtait à nouveau sur l'accident d'il y a des années. Il demanda à Do-yoon de le surveiller de près et empêcha Seo-ha de faire de telles choses triviales et inutiles. Cependant, le secrétaire Do-yoon pensait que l'accident avait coûté la vie à son père et que c'était loin d'être trivial. Ailleurs, l'oncle de Seo-ha lui rendit une visite inattendue, apportant beaucoup de nourriture. À première vue, il semblait se soucier de son neveu, mais lorsqu'il se retrouva seul et remarqua que Seo-ha avait oublié de verrouiller son téléphone, l'oncle le prit et le vérifia. Voyant que le dernier appel était avec le directeur Jong-hoon, son visage changea immédiatement. Seo-ha quitta la maison avec le secrétaire Do-yoon pour aller travailler et par coïncidence, les deux couples se croisèrent. Voyant Cho-won si délicatement habillée aujourd'hui, la secrétaire Do-yoon était un peu sonnée. Cho-won voulait demander à la secrétaire Do-yoon de parler en privé. En fait, elle voulait juste savoir ce que Do-yoon ressentait pour elle. Elle a mentionné l'incident où il l'avait raccompagnée chez elle et lui a en même temps fait comprendre que, bien qu'elle était ivre, Cho-won se souvenait de tout. Finalement, elle a demandé à Do-yoon s'il l'aimait. Do-yoon a honnêtement admis que oui. Même s'il l'aimait, il a dit qu'il ne sortirait pas avec elle, et la raison était à cause de lui-même. En entendant cela, Cho-won s'est senti un peu triste. Do-yoon est ensuite allé au bureau, et remarquant le comportement suspect des deux personnes devant lui, il a sorti son téléphone et a appelé Ji-yoon dehors, lui rappelant de faire plus attention au travail et de tenir compte de la position de Seo-ha. Sinon, il a menacé de révéler sa véritable identité. Inattendument, même quelqu'un d'aussi sceptique que Do-yoon avait été influencé par Ji-yoon, et il était presque convaincu qu'elle était la réincarnation de Ju-won. Il lui a demandé combien de temps elle comptait garder ce secret à Seo-ha. La vérité était que Ji-yoon elle-même ne le savait pas. De retour au travail, Ji-yoon a rencontré Anna et s'est rendu compte qu'elle était la fille debout sur le trottoir l'autre jour. Encore une fois, Anna l'a appelée Ju-won. Voyant le comportement de la jeune fille devant elle, Ji-yoon s'est souvenu des personnes proches qu'elle avait rencontrées lorsqu'elle était encore Ju-won. Enfin, un visage apparut dans son esprit. Ji-yoon arrêta et demanda si c'était bien elle. Anna hocha la tête, puis ouvrit les bras pour embrasser Ji-yoon. Inattendument, Anna était en réalité Sanga, la mère de Seo-ha décédée d'une maladie il y a longtemps. Simultanément, Seo-ha reçut un message du directeur Jong-hoon indiquant qu'il possédait toujours des preuves de l'accident et exigeant que Seo-ha vienne conclure un marché. En entendant cela, Seo-ha ne perdit pas de temps et se précipita au bureau de l'usurier, mais le directeur Jong-hoon avait déjà déménagé. En cherchant autour de lui, Seo-ha heurta accidentellement quelqu'un. Il s'avéra que Ji-yoon s'était également précipité là-bas par inquiétude pour lui. Inquiète de le mettre en danger, Seo-ha l'a attrapé par les épaules et l'a réprimandé, lui demandant si elle ne s'arrêterait que lorsqu'elle l'aurait rendu fou. Cependant, Ji-yoon n'a montré aucun remords et a plutôt interprété les paroles de Seo-ha comme une troisième déclaration d'amour. Sur le chemin du retour, Seo-ha a reçu un autre appel inattendu du directeur Jong-hoon, lui demandant de se rendre à l'adresse qu'il lui avait envoyée pour la transaction, mais en le prévenant de ne venir seul. GM a supplié Seo-ha de le laisser la conduire et ils ont convenu que GM attendrait dehors. Pendant ce temps, le directeur Jong-hoon et ses hommes étaient également en route, ignorant que leur voiture était suivie. De ce fait, deux grands hommes masqués se sont mis à leur filer de près. Les deux voitures se sont arrêtées devant un champ désert, et Seo-ha a empêché Ji-yoon d'aller plus loin, la convainquant de le laisser gérer la situation seul. À ce moment-là, Seo-ha avait atteint sa limite. S'il devait perdre Ji-yoon, il la rechercherait à nouveau. Ji-yoon se couvrit la bouche et rit, hochant la tête en regardant sa silhouette s'éloigner. Cependant, une image furtive lui traversa soudainement l'esprit. Une personne vêtue d'une robe verte, tenant une épée longue tachée de sang. Les mots de Minji résonnèrent à nouveau dans sa tête. Elle devait trouver les liens avec sa première vie. Poussée par ses souvenirs, les pieds de Ji-yoon suivirent inconsciemment cette silhouette lointaine. Seo-ha entra dans un bâtiment abandonné. Au moment même où il pénétrait à l'intérieur, un objet qui tombait atterrit près de lui, surprenant Seo-ha. Il s'est approché pour vérifier, et comme il s'y attendait, l'objet qui était tombé était une personne, et c'était nul autre que l'homme qu'il était venu rencontrer. Le directeur Jong-hoon, apercevant une silhouette suspecte au loin, Seo-ha s'est lancé à sa poursuite. Il s'est caché derrière un mur proche avant de se jeter soudainement sur l'un des hommes et de le frapper. Cependant, pendant la lutte, un autre homme a frappé Seo-ha à la tête avec une batte. Ils ont profité de l'occasion pour s'échapper. Ji-yoon est arrivé juste à temps et est entré horrifié de voir quelqu'un gisant là. Craignant que ce soit Seo-ha, elle allait s'approcher pour vérifier lorsqu'une main a soudainement recouvert ses yeux. Seo-ha l'a serré dans ses bras. La police est arrivée et a bouclé les lieux. Un des hommes du directeur Jong-hoon rôdait encore à proximité, tenant le sac contenant les preuves de l'accident. Ce soir-là, le père de Seo-ha a organisé une rencontre avec Ji-yoon à sa résidence privée. Il lui a remis une enveloppe pour tenter de la faire taire. Ji-yoon était encore plus confuse.
Son fils avait failli être tué, et au lieu de tout faire pour trouver le coupable, le père de Seo-ha essayait de tout étouffer. Il a dit à Ji-hoon qu'en faisant cela, il protégeait Seo-ha. Ae-kyung avait commencé à considérer Min-ji comme un membre de la famille, et tandis que les deux prenaient un repas ensemble, Ji-hoon est rentrée à la maison, apportant un cadeau à sa nièce. À l'intérieur se trouvait un pull moutarde qu'elle affectionnait. Soudain, Ji-hoon appela Min-gi dehors pour parler. Elle lui dit qu'aujourd'hui, elle avait entrevu des souvenirs de sa vie passée dans un endroit où elle n'était jamais allée auparavant. Elle vit le dos de nombreuses personnes et en reconnut une. C'était quelqu'un de très important pour elle dans cette vie. Elle demanda alors avec suspicion à Min-ji, « Es-tu vraiment venu ici par hasard ?» Se pourrait-il qu'ils aient été amants il y a 1000 ans? Min-ji rit et nia, suggérant qu'elle puisse essayer de tenir la cloche à nouveau pour se souvenir de quelque chose. Ji-hoon ferma les yeux, et les souvenirs de sa première vie lui revinrent progressivement. Elle vit une image d'elle-même, debout parmi des draps de soie flottants, souriante en regardant l'ombre de quelqu'un. Une autre image apparut de Seo-ha jouant avec des enfants sous le soleil, et enfin, une image de leur rencontre sur un pont au milieu d'un ciel rempli de feux d'artifice. Il s'avéra qu'elle et Seo-ha avaient un lien dès leur première vie. Cette pensée la fit sourire. Sentant qu'elle en avait assez vu, Ji-hoon posa la cloche, même si Min-ji l'insistait à la reprendre, mais Ji-hoon refusa et s'en alla. Cela ne semblait pas être le résultat espéré par Min-ji. Il soupira doucement. Il s'est avéré que Ji-hoon n'avait récupéré que la moitié de ses souvenirs. La figure qu'elle avait initialement vue n'était pas Seo-ha, mais Min-ji, et il restait des souvenirs douloureux que Ji-hoon n'avait pas encore rappelés. Min-ji avait en fait été présent lors de sa toute première vie. Ce soir-là, Seo-ha entendit le son d'une cloche. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il n'y avait personne, seulement un sac posé devant lui avec une note à l'intérieur indiquant qu'il contenait des preuves pour démasquer le coupable. Il s'est avéré qu'un des subordonnés du directeur Jong-hoon, doutant que son patron soit simplement décédé, avait remis les preuves à Seo-ha. À l'intérieur, il y avait effectivement la signature et les informations du chauffeur au moment de l'accident. Il s'appelait Bon Hak-soo et il y avait aussi un contrat de dette à son nom avec Dong-woo comme garant. En lisant ceci, Seo-ha a immédiatement pensé à quelqu'un, Dong-woo. N'était-il pas le frère de Ji-hoon? Il a rapidement sorti les informations de Ji-hoon concernant sa candidature. Ses soupçons étaient corrects. Bon Hak-soo était le père de Ji-hoon. Seo-ha était stupéfait se souvenant des paroles de Ji-hoon. Parfois, l'ennemi d'une vie passée peut devenir un membre de la famille dans celle-ci. Cette affirmation se manifestait véritablement dans sa propre vie. Cette vérité la laissa sous le choc. Juste à ce moment-là, Ji-hoon m'a appelé. Elle était toujours plongée dans les souvenirs de sa première vie. Elle lui raconta l'histoire d'un couple dont l'union était préordonnée il y a 1000 ans. Elle dit qu'ils se sont sûrement rencontrés pour une raison, mais l'esprit de Seo-ha était en pleine tourmente à ce moment-là. Il lui répondit qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de raison. Ji-hoon ne s'en rendit pas compte et continua de parler jusqu'à ce que Seo-ha lui demande de répéter sa dernière phrase. Ji-hoon dit que leurs âmes s'uniraient et trouveraient la paix. Entendant cela, Seo-ha leva soudain les yeux vers la lune, se tut et sembla profondément troublée. Le lendemain matin, lorsque Seo-ha alla travailler, il rencontra Ji-hoon et elle sentit quelque chose d'inhabituel dans son attitude. À ce moment-là, le téléphone de bureau de Ji-hoon a sonné, révélant que son père alcoolique était venu à l'hôtel et y avait fait un scandale. Il l'a réprimandé pour ne pas être rentré à la maison pour préparer à manger à son frère, laissant la chambre de ce dernier dans un désordre complet. Pire encore, il a exigé que Ji-hoon lui loue une chambre à l'hôtel. Sa demande ayant été refusée, il a par habitude tenté de lever la main pour la frapper, mais Ji-hoon l'a bloqué et l'a mis dehors. Seo-ha a été témoin de toute la scène et son regard sur elle a semblé légèrement changer. Elle n'était plus la fille de l'homme qui avait intentionnellement causé l'accident et pris la fuite. Elle était simplement Ji-hoon, celle qu'il connaissait. Lui caressant doucement la tête, il a dit « Tu as beaucoup souffert. Dis-lui surtout qu'il lui préparera le dîner ce soir. » Pendant ce temps, au bureau de Madame Yeon-ok, Hana entre soudainement, jouant le rôle d'une livreuse et lui remettant un bouquet de fleurs. Le sourire de Madame Yeon-ok se fige. Il s'avère qu'au temps de Sana, ses fleurs préférées étaient les glaïeuls. La directrice Yeon-ok terrifiée jette le bouquet. Après le travail, Seo-ha tient sa promesse et rentre à la maison pour cuisiner pour Ji-hoon. En le regardant se concentrer sur la cuisine, Ji-hoon avoue que la personne venue à l'hôtel ce matin était son père. Elle n'a jamais eu une enfance heureuse, allant toujours au lit dans la peur et se réveillant dans le chagrin. Jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, elle a choisi de quitter la maison. C'est Ae-kyung qui l'a recueillie lorsqu'elle n'avait nulle part où aller, lui demandant toujours si elle avait bien dormi au réveil, restant à ses côtés lorsqu'elle était malade. Et étant plus heureuse pour elle que pour elle-même, chaque fois que de bonnes choses arrivaient. Même si elle n'était pas liée par le sang, elle avait l'impression qu'Ae-kyung était sa véritable famille. Ji-hoon ne savait pas pourquoi elle lui racontait tout ça, mais elle ressentait le besoin de le lui dire. Seo-ha avait déjà résolu les conflits en lui, et maintenant il en était encore plus certain. Par conséquent, il a dit à Ji-hoon de mettre les problèmes familiaux de côté et qu'il avait décidé de ne se concentrer que sur eux deux. Après avoir fini de manger, Seo-ha ne la laissait rien faire et lui a directement dit de monter et de l'attendre pour qu'il lui apporte les fruits.
Ji-Home a trouvé un endroit approprié pour déposer le cadeau pour Seo-ha et a découvert accidentellement le sac contenant les preuves des crimes de son père. Elle comprit enfin l'attitude étrange de Seo-ha et ses paroles de ce jour. Ji-Home descendit en courant pour le prendre dans ses bras, puis elle partit et retourna rapidement à la vieille maison. Voyant l'attitude sérieuse de Ji-Home, son frère ne put que soupirer et sortir. Elle débrancha la télévision que son père regardait, ne lui permettant pas de trouver d'excuses. Ji-Home lui demanda s'il avait déjà tué quelqu'un, et il considéra cela comme un simple accident, prétendant ne faire que des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Ji-Home sentit qu'il n'était pas humain, traitant même le meurtre comme un petit boulot. Elle déclara ensuite que ce serait la dernière fois qu'ils se rencontreraient dans cette vie et partit sans écouter ses derniers mots. Il s'avéra qu'à ce moment-là, les freins de sa voiture avaient soudainement lâché, transformant une collision mineure en un accident majeur. Il est parti en panique sans prévenir la police. Simultanément, pour protéger Ji-Home, Seo-ha a brûlé toutes les preuves concernant Ban Hak-soo et son curriculum vitae. C'est alors qu'une cassette est tombée du sac, enregistrant une courte période avant l'accident. Ji-Home a ensuite rencontré Anna pour découvrir qui aurait pu ordonner le meurtre. Hanna pensait que la personne ayant le mobile le plus fort était Madame Yeon-ok, mais une confirmation était encore nécessaire. Ji-Home a rencontré la directrice Yeon-ok, et en entendant ses soupçons, Madame Yeon-ok a éclaté de rire. Se pourrait-il que le fils du président ait failli être tué et qu'il ait voulu qu'elle garde le silence pour la couvrir? Ji-Home pensait aussi que c'était improbable. Madame Yeon-ok a affirmé qu'elle ne ferait jamais rien pour déplaire au président, car de toute façon, elle devait encore vivre. À ce moment-là, Seo-ha avait ouvert la cassette, révélant que le directeur Jung-hoon enregistrait des transactions avec un magnétophone lorsque le cerveau de l'opération est soudainement. In Trey, comme l'enregistreur n'avait pas encore été éteint, il a capté toute la conversation. La voix sur l'enregistrement était si familière que Seo-ha l'a rejouée plusieurs fois, incapable de croire ses oreilles. Pendant ce temps, Ji-Home était stupéfaite par la vérité qu'elle venait de découvrir. La personne que le président voulait protéger, la personne que Seo-ha ne devait pas découvrir, était son propre oncle. Devant l'oncle de Seo-ha, Ji-Home ne put que baisser calmement la tête, puis s'en aller. Après avoir rejoué l'enregistrement plusieurs fois, Seo-ha a finalement accepté que la personne qui voulait le tuer était bien son oncle. Il n'arrêtait pas de demander pourquoi son oncle avait fait ça, puis comme s'il devenait fou, il a commencé à briser les objets autour de lui. Cho-won a perdu sa sœur Do-yoon. Do-yoon était jeune, mais a perdu le sens de l'orientation. De plus, il a dû élever son jeune frère, ainsi qu'une sœur qu'il aimait et qui est morte en le protégeant. Non seulement des innocents sont morts, mais de nombreux cœurs ont également été brisés par cet accident traumatisant. Et lui qui aurait dû mourir, a continué à vivre tranquillement devant les autres. Pendant ce temps, Ji-Home s'est précipité chez Seo-ha et a constaté que la maison avait brûlé, ne laissant que des cendres. Ji-Home ne put s'empêcher d'avoir le cœur brisé et soupira. Entrant dans la pièce, voyant Seo-ha en désordre, blotti dans un coin, incapable de supporter de le voir se tourmenter, Ji-Home décida d'apaiser sa culpabilité en révélant la vérité. Dans la pièce, seuls tous les deux, Ji-Home joua lentement un morceau de musique, une mélodie connue d'elle seule et de Seo-ha. Au son de la musique familière, Seo-ha la regarda, choquée, et lui demanda comment elle la connaissait. Ji-Home répondit lentement qu'elle en était l'auteur. Ji-Home dit à Seo-ha que chaque fois qu'il lui manquerait quelqu'un, il devrait essayer de la jouer. Cela améliorerait considérablement son humeur. Ji-Home répéta les paroles qu'elle avait autrefois dites à Ju-won, ce qui laissa Seo-ha perplexe. Il demanda comment elle le savait et elle expliqua qu'elle était autrefois Ju-won. Malgré les explications de Ji-Home, il semblait que trop de choses se passaient aujourd'hui pour que Seo-ha puisse comprendre. Il pensait que Ji-Home essayait juste de le réconforter. Il lui a demandé de partir pour qu'il puisse être seul. Ji-Home a ensuite mentionné le coffret au trésor qu'elle lui avait offert pour son anniversaire et a dit que la clé se trouvait dans le livre que Ju-won avait le plus aimé. Elle lui a également donné une note en lui demandant de ne l'ouvrir qu'après avoir ouvert le coffret au trésor. Ji-Home a transmis cela à Won, ce qui a fait se demander à Cho-won pourquoi Ji-Home avait soudainement fait cela. Ji-Home a dit que c'était parce qu'elle avait quelque chose à dire à Seo-ha. En tant que Ju-won, elle a raconté l'angoisse d'avoir à se souvenir de toutes ses vies passées, ce qui a brisé le cœur de Won pour elle. Ji-Home a marché résolument, et les 19 longues vies passées semblaient apparaître vivement devant ses yeux. Ji-Home est rentrée chez elle. Elle fut surprise de trouver une cloche magique dans sa chambre. Curieuse, elle allait la toucher, mais finalement, y renonça. Elle rendit la cloche à Minji et lui dit que pour elle désormais, la première vie ne signifiait rien et n'avait aucune importance. Ensuite, Ji-Home partit, laissant Minji seule, perdue dans ses pensées et marmonnant que tout cela ne signifiait rien. Even in his dreams, Seo-ha continued to think about Ju-won's last words, but he still couldn't understand what she meant. Le lendemain matin, il rapporta le coffret au trésor chez lui et trouva le livre que Ju-won avait autrefois aimé. Comme Ji-Home l'avait dit, une clé en tomba inopinément. Avant que Seo-ha puisse ouvrir la boîte, son oncle est apparu et il l'a rapidement caché. Depuis qu'il a découvert la vérité, Seo-ha ne pouvait plus traiter son oncle de la même manière. Il a demandé si son oncle et son père avaient quelque chose à lui dire, mais clairement, il n'a pas obtenu la réponse qu'il espérait. Pendant ce temps,
le secrétaire Do-yoon est allé au bar pour ramener son frère cadet ivre à la maison. En raison de son intoxication, Do-jin faisait une scène et refusait de rentrer à la maison. Il a également attrapé son frère par le col, exigeant d'aller manger de la glace. Ju-won est passé par hasard et a vu cela, pensant que le secrétaire Do-yoon était battu par un homme ivre. Alors elle a immédiatement couru pour frapper Do-jin. Cela l'a remis sur terre. Remarquant que Ju-won s'inquiétait de plus en plus pour lui, le secrétaire Do-yoon réfléchit longuement et décida de rejeter fermement les sentiments de Ju-won. Il ne pouvait pas. Bien qu'il soit habitué aux paroles dures qu'il recevait en travaillant comme secrétaire de Seo-ha, cela ne voulait pas dire qu'il les acceptait. Il les endurait simplement parce que c'était son choix, et il n'était pas en état de réfléchir à ce sentiment. Par conséquent, il conseilla à Ju-won de s'arrêter là. Ces mots blessèrent clairement Ju-won, qui se détourna et s'en alla. Le jeune frère du secrétaire Do-yoon, témoin de la scène, ne put que garder le silence. Pendant ce temps, Ji-young se rendit seul au parc, où ils avaient autrefois manqué leur rendez-vous. Elle s'est arrêtée devant le carrousel et a attendu que toutes les lumières s'éteignent. Quand il n'y avait plus personne, elle est rentrée chez elle. À ce moment-là, Seo-ha était toujours immergé dans la piscine, perdu dans ses pensées. Il n'arrivait toujours pas à défaire le nœud dans son cœur pour accepter la vérité difficile à croire au sujet de Ji-young. Seo-ha est retournée à la villa, a pris le coffret au trésor et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un petit carnet fait par Ju-won elle-même, dans lequel elle racontait l'histoire d'une sorcière qui se souvenait clairement de ses vies antérieures. Après sa réincarnation, elle a cherché sa famille, mais personne ne la comprenait. C'est alors qu'elle a réalisé que, où qu'elle aille, elle n'était pas la bienvenue. Elle se souvenait de tout, mais ne pouvait le partager avec personne. De nombreuses vies passèrent. D'innombrables rencontres fatidiques la craignaient, tandis qu'elle était épuisée par la douleur. Son cœur était comme une collection de pierres de plus en plus lourdes. En lisant ceci, Seo-ha comprit enfin les mots que sa sœur avait essayé de lui transmettre dans ses derniers instants. Dans sa prochaine vie, Ju-won reviendrait certainement le retrouver. À cet instant, Seo-ha se souvint soudainement du mot que Ji-young lui avait donné. Il l'ouvrit précipitamment et lut que si Seo-ha croyait à ce qui était écrit dans le carnet, il lui suffisait d'aller à l'endroit où ils avaient manqué un rendez-vous le jour où elle lui avait donné le coffret au trésor. Elle l'attendrait. Seo-ha est sortie en courant, appelant Ji-young en chemin, mais elle n'a pas répondu. Ji-young l'a invité à venir le vérifier lui-même. Pour elle, Seo-ha n'était qu'un enfant ordinaire. Mais lorsqu'elle était avec ce petit garçon, c'était comme si les lourdes pierres qui pesaient sur son cœur s'étaient envolées, lui permettant d'oublier momentanément ses vies passées. Et de ressentir le bonheur d'une enfant de 12 ans. Quelqu'un qui se souvenait de 18 de ses propres vies, pouvait-il vraiment sourire avec cet enfant? Au parc, Seo-ha l'a cherché partout et l'a finalement trouvé au carrousel. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il osa croire que la sœur qu'il aimait se tenait devant lui. Ils se sont enlacés étroitement et elle a dit que Ju-won et Ji-young voulaient tous deux le bonheur de Seo-ha. À cet instant, Min-ji et Hana étaient plongés dans leurs pensées, surpris par la profondeur du lien entre Ji-young et Seo-ha. À ce rythme, Seo-ha aurait aussi des ennuis. Les deux ont décidé de leur dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, Ae-kyung a offert un cadeau à Ji-young pour la remercier du chemisier qu'il lui avait donné la veille. Juste à ce moment, elle a reçu un appel de Hana. Ensuite, Ji-young est allé trouver Yeon-ok et s'est assise à côté d'elle, se souvenant comment Ji-young l'avait faussement accusé de l'accident auparavant. Yeon-ok s'apprêtait à lui donner un verre d'eau en aumône et à la renvoyer. Mais Ji-young ne lui en a pas laissé la chance. Elle a commenté que Yeon-ok avait beaucoup vieilli. L'expression de Yeon-ok à ce moment-là était celle de quelqu'un regardant une folle. Mais Ji-young a continué à parler sur un ton aussi élégant qu'une dame raffinée. Elle a mentionné que lorsque Yeon-ok lui donnait des cours, elle était encore assez pleine de vie. N'est-ce pas? Jouer avec son mari, n'était-ce pas amusant? Et l'hôtel qu'elle a obtenu grâce à elle, était-elle satisfaite? Entendant cela, Madame Jung perdit son sang-froid et se tourna vers Ji-young. Mais Ji-young la força à écouter jusqu'au bout. Si elle avait pris la peine de voler quelqu'un, elle devait le faire correctement. Puis Ji-young dit qu'elle n'aurait pas dû utiliser son fils pour monter une menace. Elle était aussi une mère après tout. Ji-young transmit un message de Sana à Yeon-ok, disant que dans sa haine amère, elle avait raté le moment de quitter ce monde paisiblement. Elle devrait sincèrement s'excuser auprès de Seo-ha. Autrement, Sana s'accrocherait à elle pour toujours. Yeon-ok pâlit et resta immobile, tandis que Hana, qui avait observé la scène en silence, suivit Ji-young et lui fit une tape dans la main. Elle se sentit enfin quelque peu satisfaite. Avant de partir, Hana lui souhaita bonne chance, espérant qu'elle traverserait cela sans problème. Les gens comme elle, qui ont la chance de vivre heureux avec les liens estompés de leur vie passée, sont chanceux. Cependant, une fois réincarnés dans une nouvelle vie, il faut créer de nouveaux liens fatidiques. Mais à ce moment-là, Ji-young ne comprenait pas encore les problèmes potentiels que pouvait engendrer le renouement des liens d'une vie passée. C'est alors qu'un message de Min-ji arriva, lui demandant si c'était le lac au feu d'artifice qu'elle avait vu auparavant. Après avoir cherché sur Internet, Ji-young découvrit qu'un tel endroit existait bel et bien. Pendant ce temps, Seo-ha était retourné dans sa vieille maison et avait rencontré son oncle par hasard. Cette fois, Seo-ha a enfin posé la question qui le hantait depuis si longtemps. Peu importe ses efforts, il ne comprenait pas pourquoi son oncle avait tenté de le tuer.
Son oncle a sincèrement admis son erreur, disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer Seo-ha. Il avait cru que la personne assise dans la voiture ce jour-là était le président. Il ne supportait pas de voir le père de Seo-ha négliger sa mère malade, privilégiant l'entreprise à tout le reste. Il ne supportait pas non plus Yeon-ok s'accrochant à son père. Il a donc orchestré un petit accident comme avertissement, mais il n'avait jamais imaginé que ce serait Seo-ha qui serait assis dans la voiture ce jour-là. Bouleversé par cette vérité, Seo-ha persuada son oncle de se rendre avant qu'il n'agisse lui-même. Finalement, son oncle choisit de payer le prix de ses actes. La vérité sur l'accident survenu il y a des années fut enfin révélée lorsque les journaux annoncèrent que Sun-hyuk, le directeur du groupe Mi, s'était rendu à la police. Cette nouvelle réveilla une fois de plus la douleur de ceux qui avaient perdu des êtres chers dans l'accident. Pour réconforter Seo-ha et aussi pour chercher des informations sur sa première vie, Ji-eum proposa un voyage de 2 jours et 1 nuit au bord du lac, avec les feux d'artifice que Min-ji lui avait envoyés. Tous deux arrivèrent au pont dont Ji-eum gardait le souvenir. Elle raconta qu'à l'époque, un homme s'était approché d'elle au milieu des feux d'artifice rouges vifs. En entendant cela, Seo-ha ressentit une pointe de jalousie envers cet homme. Alors que Seo-ha s'approchait d'elle, le souvenir du feu d'artifice d'il y a 1000 ans lui est soudainement revenu en mémoire. En effet, à ce moment-là, elle s'était précipitée à ses côtés. Mais elle tenait un couteau tranchant dans sa main et la plantait résolument vers le bas, les yeux remplis de haine. Il s'est avéré que ce n'était pas un souvenir romantique d'un jeune couple, mais le début d'une histoire douloureuse. Simultanément, Min-ji se tenait devant sa chambre, agitant continuellement la cloche magique qu'il tenait. Le secrétaire Do-yoon cherchait des images du lac en ligne, tandis que Cho-won, en marchant, a été surprise par un pot de fleurs en verre qui est tombé soudainement à côté d'elle. Il semblait que les ennuis mentionnés par Min-ji se réalisaient effectivement. De l'autre côté, les souvenirs qui se réveillaient mettaient Ji-eum mal à l'aise, alors Seo-ha l'a ramenée dans la chambre pour qu'elle se repose. Elle s'est interrogée sur la présence de 2 chambres, puis a obstinément insisté pour dormir dans la même chambre que Seo-ha. Il a fait un mouvement comme pour l'embrasser, puis s'est penché près de son oreille pour lui dire d'aller prendre une douche. Ji-eum n'a eu d'autre choix que d'obéir à contre-cœur. Leurs sentiments l'un pour l'autre se sont progressivement réchauffés. Pendant ce temps, Internet bruissait progressivement des discussions concernant l'accident d'il y a des années. Les gens n'étaient pas seulement curieux des affaires des autres, ils étaient aussi très intéressés par le beau visage de Seo-ha. Seo-ha a éclaté de rire puis s'est excusé auprès d'elle. Ce n'était pas à cause de ça, mais parce qu'il ne pouvait rien faire contre la souffrance injustifiée de Ji-won. Entendant cela, Ji-eum le réconforta, lui disant qu'elle savait qu'il avait brûlé toutes les preuves de son père parce qu'il craignait qu'elle soit blessée. Cela la soulagea beaucoup. Cette nuit-là, Ji-eum fit à nouveau le rêve de ses souvenirs de vie passée et il y avait aussi quelqu'un qui s'appelait Hanya du temple. Elle se réveilla en sursaut, se demandant si Hanya pouvait être Seo-ha, car elles avaient le même visage. Elle alla dans la chambre de Seo-ha, mais il la remarqua. Seo-ha lui demanda si elle voulait vraiment autant dormir avec lui, puis la tira vers le bas, disant à Ji-eum que si elle voulait dormir avec lui, alors dormons ensemble. Mais l'idée de Seo-ha de dormir ensemble s'avéra être comme ça. Le lendemain matin fut un jour typique pour le secrétaire Do-yoon, bien que le petit déjeuner qu'il prépara ne fût pas tout à fait normal. Depuis qu'il avait parlé à Cho-won, il était resté dans cet état second. Pendant ce temps, Ji-eum et Seo-ha profitaient du reste de leur heureux moment ensemble avant de rentrer chez eux. Mais en chemin, elle a reçu un appel inattendu de Min-ji, l'informant que Ae-kyung avait été hospitalisé. En entendant cela, Ji-eum s'est précipitée à l'hôpital. Ae-kyung était toujours inconsciente, et Min-ji a admis qu'il avait aidé Ae-kyung à cacher sa maladie. Cela a poussé Ji-eum à le réprimander sans relâche. Juste à ce moment-là, Min-ji a remarqué l'entrée de Seo-ha, son expression devenant momentanément complexe. Pendant ce temps, Cho-won a finalement assisté à une fête de retrouvailles avec ses amis après longtemps. Dès qu'ils l'ont vu, tous ont applaudi d'excitation. Bien sûr, le salaud de Ji-seok était aussi présent. Inopinément, le secrétaire Do-yoon est arrivé lui aussi. Cho-won et lui ont échangé des regards gênés. Ji-seok, grossier comme il est, a continué à faire des remarques pour embarrasser Do-yoon, mais Do-yoon a fait comme si de rien n'était. Il s'est approché de Ga-wi, s'est incliné et a expliqué pourquoi Seo-ha ne pouvait pas venir, puis a accepté une carte d'invitation d'elle. Avant de partir, Ji-seok l'a grossièrement invité à s'asseoir et à manger, et ne s'étant pas contenté de cela, il est allé plus loin en l'insultant en le traitant de chasseur d'argent, qui ne s'accrochait qu'à Seo-ha et Cho-won. Il a même dit que Cho-won avait été trop naïve. À cet instant, Cho-won ne put plus se retenir. Furieuse, elle qualifia Ji-seok de riche incompétent, se vantant uniquement grâce à ses parents voleurs fortunés, puis s'enfuit malgré les tentatives de la retenir. Ce n'est qu'alors que Cho-won réalisa qu'elle avait sous-estimé la situation et ce que Do-yoon devait affronter. Pendant ce temps, Anna alla retrouver Min-ji, expliquant son retard par la préparation d'un cadeau. Min-ji ne s'en soucia pas et lui annonça simplement qu'Ae-kyung avait été hospitalisé. Il l'avait anticipé, pensant que cela faciliterait la tâche pour convaincre Ji-eum. Min-ji rassura Hana en lui disant que si tout se déroulait sans accroc, Seo-ha serait également en sécurité. Il la motiva ensuite à ne pas regarder en arrière, car désormais, elle n'aurait plus besoin de se souvenir de sa vie passée, puisqu'elle avait déjà vu tous les souvenirs de sa première vie. De son côté, en rentrant chez lui, Seo-ha remarqua une boîte cadeau posée juste devant sa porte.
Avant même qu'il puisse l'ouvrir, Ji-eum l'appela, s'excusant de ne pas lui avoir dit au revoir plus tôt. Seo-ha la réconforta de la même manière que Ju-won l'avait réconforté lorsque sa mère était malade, ce qui aida Ji-eum à se sentir un peu mieux. Le lendemain matin, Seo-ha apporta la boîte au bureau. La secrétaire Do-yoon lui tendit l'invitation qu'il avait récupérée la veille. Sachant que Do-yoon était allé seul à la fête, Seo-ha lui dit de ne plus y aller la prochaine fois. Cependant, Do-yoon expliqua que l'hôtel avait besoin de la Gawi Families Corporation et qu'il y était allé pour le travail. Entendant cela, Seo-ha dit qu'il irait rencontrer Yeon-ok pour régler le problème entre elle et l'hôtel. Il avait découvert des incohérences dans les rapports financiers concernant Yeon-ok, mais elle soutenait toujours avec acharnement que l'hôtel lui appartenait. Saisissant l'occasion, Seo-ha a produit des photos montrant à quel point elle avait négligé l'hôtel et a présenté le carnet de San-ha comme la preuve finale pour faire tomber la directrice. Il révélait qu'elle avait détourné des fonds de l'hôtel à de nombreuses reprises. Sa mère était au courant depuis longtemps et avait tout documenté. Ne voulant plus se disputer avec elle, Seo-ha a dit qu'il laisserait la justice s'en charger, puis est parti la laissant crier à l'intérieur. Le secrétaire Do-yoon a exprimé ses inquiétudes quant au fait que Yeon-ok puisse tenter de convaincre le conseil d'administration coûte que coûte. Soudain, le président est apparu. C'est la première fois que le père et le fils se souriaient l'un à l'autre. De loin, Anna sourit aussi. Le président entra immédiatement dans la salle, annonçant que le conseil d'administration avait unanimement destitué Yeon-ok de son poste de PDG. La police était actuellement au rez-de-chaussée. Yeon-ok s'agenouilla et supplia le président, mais son sort ne pouvait plus être changé. Dans le hall de l'hôtel, elle jeta avec colère les branches de fleurs que Sana aimait le plus par terre. Ensuite, Seo-ha entra dans une boutique et acheta un bouquet de fleurs. Hana marchait rapidement juste derrière lui, et de loin, elle courut soudainement et le serra dans ses bras par derrière, puis lui dit doucement de bien vivre. Seo-ha regarda la jeune fille inconnue avec surprise, alors qu'elle lui offrait soudainement une tortue en tricot, et s'éloigna rapidement. Seo-ha se souvint de ce que sa mère avait dit un jour. Est-ce que, dans sa vie passée, Seo-ha était une tortue? Alors que Seo-ha tentait de réagir, sa silhouette s'estompait. C'était peut-être les adieux définitifs de Hana. Pendant ce temps, Ji-eum était à l'hôpital pour s'occuper de son neveu. À cause de cela, le restaurant était fermé, ou risquait même de fermer définitivement. Quand Ji-eum en a parlé à Min-ji, il ne s'est intéressé qu'à l'état d'Ae-kyung. En apprenant qu'Ae-kyung avait une tumeur et se préparait à une opération, Min-ji a demandé si l'opération réussirait. Même s'il y a une opération, le résultat est le même. L'attitude indifférente de Min-ji fit frapper la chaise avec colère à Ji-eum. À ce moment-là, Min-ji admit franchement qu'il avait subi de nombreuses conséquences en renouant avec des liens de vie antérieurs. Si Ji-eum avait été une personne ordinaire, elle n'aurait pas cherché Ae-kyung lorsqu'elle était jeune. Cela aurait été le cours naturel des choses. Si elle avait agi contrairement à cela, ce ne serait pas elle qui aurait subi les conséquences, mais plutôt l'autre partie. La maladie d'Ae-kyung était une conséquence des recherches de Ji-eum. Finalement, Min-ji dit quelque chose qui fit prendre conscience à Ji-eum de savoir si cette vie était vraiment une nouvelle vie pour elle ou si elle s'accrochait simplement à des liens de vies antérieures qui étaient terminées. Les relations de vies antérieures qu'elle avait recherchées finiraient toutes comme celles d'Ae-kyung. Min-ji voulait aider Ji-eum et la réponse se trouvait dans sa première vie qu'elle devait se rappeler seule. Ji-eum reprit le bâton magique et ses souvenirs les plus anciens refirent surface. Une fille l'appelait Su-ae avec beaucoup d'affection. Cette fille était Cho-won. À ce moment-là, So-ha était également arrivé chez elle. Il entra dans la pièce en tenant un bouquet de fleurs. L'esprit de Ji-eum était rempli de souvenirs fragmentés, les images d'elle et de Cho-won fuyant à travers un champ. Des ombres de personnes les poursuivant au son des cloches, les pas de So-ha entremêlés à ceux du passé. L'image finale était celle d'un sabre qui se balançait et de la silhouette ensanglantée de Cho-won. Hanya-san alla avec une lame tachée de sang. À cet instant, So-ha la repoussa. Dans les yeux de Ji-eum, les images d'elle et de Hanya de ses souvenirs se sont confondues. Ji-eum fut stupéfaite et se mit à pleurer désespérément, le regardant avec haine. Elle a répété qu'elle le tuerait, puis a perdu la raison et a commencé à étrangler So-ha. L'image de la lame dans sa main, se plongeant dans le corps de Hanya, est réapparue dans son esprit. La première vie de Ji-eum est apparue de façon vivante. À cette époque, Ji-eum était tisseuse et ses tissus teints étaient extrêmement précieux car les matériaux provenaient d'une montagne sacrée. Ces tissus servaient à fabriquer les cordons des cloches magiques offertes en sacrifice aux dieux. Min-ji, à cette époque, était un noble du temple, tandis que Cho-won était la sœur aînée de Ji-eum, nommée Seo. Dans cette vie, le corps de Seo était très fragile et affligé de maladies, aucun médicament ne pouvant la guérir. Au milieu de ce qui semblait être le désespoir, une nouvelle d'un médecin a redonné de l'espoir à Ji-eum. Cependant, les précieuses herbes dont elle avait besoin n'étaient pas achetables. On ne pouvait les obtenir qu'en échange de clochettes magiques du temple. Bien que voler au temple fût un grave péché, les yeux de Ji-eum trahissaient une défiance, même si cela était extrêmement dangereux. Le jour où Ji-eum se rendit au temple pour offrir le tissu teinté, elle avait discrètement repéré l'emplacement de la clochette magique. À cette époque, So-ha était Anya, une garde auprès du roi. Min-ji ordonna qu'il soit interdit à quiconque d'entrer ou de sortir pendant le rituel de liaison de la clochette. Ji-eum se cacha à proximité jusqu'au départ du roi. Puis elle entra lentement dans le temple.
Sans aucune peur, elle vola la cloche magique. Malgré le fait que cela puisse mettre les dieux en colère, elle s'enfuit avec sa sœur et continua sa fuite jusqu'au matin. Mais Minji les découvrit bientôt et envoya des soldats à leur poursuite. Les deux femmes furent encerclées et ne purent s'échapper. À ce moment-là, Seo réalisa que sa sœur avait commis une grave faute. Désespéré, Ji-eum supplia Minji de faire preuve de clémence et de les laisser partir, car l'état de Seo était critique. Malgré leur statut humble, Ji-eum proposa de consacrer le reste de sa vie au service des cieux. Cependant, Minji estima que la vie était trop courte. Les cieux et la terre tournent depuis des centaines et des milliers d'années. Quand cela sera-t-il suffisant pour rembourser, même après avoir sincèrement demandé, même si le ciel et la terre étaient en colère, elle l'accepterait. Mais cela ne changerait pas la vie de Minji. Seo demanda quel genre de dieu Minji adorait après tout. Ne pouvait-il pas tolérer cela pour de faibles roturiers? Les dieux ont aussi besoin des humains pour les adorer. Ji-eum crie avec haine. À cet instant, la voix de Seo la ramène à la réalité. Ji-eum essaie de fermer les yeux pour retenir le souvenir, mais ne voit qu'une lame scintillante. Seo gisait par terre, couverte de sang. Impuissante, Ji-eum ne pouvait qu'étreindre haineusement Seo, regardant son ennemi s'éloigner, l'épée toujours à la main. La voix ferme de Ji-eum la presse de se venger. S'échappant de ses vieux souvenirs et faisant face à son ennemi millénaire, Ji-eum utilisa toute sa force pour étrangler Seo-ha. Ses yeux le fixaient, comme si la haine de 1000 ans n'avait jamais disparu, partant de l'endroit où brillaient les feux d'artifice rouge. À partir de ce moment, leur inimitié fatale est scellée. Ji-eum serre son étreinte autour du cou de Seo-ha. Celui-ci ne peut articuler que des mots entrecoupés de soupirs. Luttant pour prononcer son nom, elle revient finalement à elle, le relâche, puis se met à pleurer de détresse. Ji-eum a vu sa première vie. Sa sœur était morte. Les yeux rouges, elle le regarde avec la rage de celui qui a tué sa sœur. Submergée par le chagrin, Ji-eum crie dans un accès de fureur, demandant à Seo-ha ce qu'elle doit faire. Le cœur brisé, Seo-ha la prend dans ses bras. Voyant cela, Minji décide de partir. Ji-eum supplie Seo-ha de la laisser seule. Ne pouvant rien faire d'autre, Seo-ha n'eut d'autre choix que de partir. Inopinément, Minji lui demanda de le rencontrer dehors pour une conversation. Seo-ha partit, espérant pouvoir aider Ji-eum. Même s'il ne se souvenait pas de sa vie passée, il sentit qu'il devait faire encore plus d'efforts. Minji dit qu'il y avait un moyen d'aider Ji-eum. Alors que Seo-ha s'en allait, Minji lui demanda de bien vouloir aider Ji-eum à retrouver son état normal, car lui seul pouvait la déplacer. Pendant ce temps, le frère cadet du secrétaire Do-yoon rendait inopinément visite à Cho-won. Remarquant le comportement de son frère ces derniers jours, il décida enfin de révéler la vérité. Après le départ de Cho-won ce jour-là, il avait pleuré, regardant sa silhouette s'éloigner, immobile. Puis, il réalisa qu'il semblait vraiment apprécier la jeune fille devant lui. Cependant, Cho-won, en entendant ces mots, ne ressentit aucune joie. Elle se sentit encore plus triste en sachant que Do-yoon avait souffert en silence. Or, elle avait seulement pensé qu'elle était la plus malheureuse. Cela rendait encore plus difficile pour elle de l'approcher. Pendant ce temps, Seo-ha était assis seul et examinait le cadeau que Ji-eum lui avait offert. Il s'avéra que derrière son sourire se cachait beaucoup de souffrances dont il ignorait l'existence. Seo-ha se souvenait de ce qu'elle avait dit aujourd'hui. Il avait tué sa sœur. Si c'était vraiment le cas, alors quoi? Le lendemain matin, son oncle a été remis au parquet. Le père de Seo-ha a demandé à son fils s'il était satisfait. Enterrer simplement l'affaire suffirait. Pourquoi continuer à la exhumer? Il croyait que Ji-won et le père de Do-yoon étaient tous les deux morts. Cette affaire ne pouvait pas être réglée par de simples excuses. Il s'est avéré que le jour de la reddition de son oncle, il s'était rendu chez Ji-won et s'était agenouillé pour présenter ses excuses à sa mère. Grâce à cela, il a aussi appris la vérité. Son père avait également été là et s'était agenouillé devant la mère de Ji-won. Son père lui avait confié ce secret il y a longtemps, et pour protéger Seo-ha, elle avait choisi de garder le silence. C'était parce qu'il était le fils d'une amie qu'elle chérissait beaucoup. En réalité, son père avait tout fait pour protéger son fils. Lorsque Madame Yeon-ok avait informé son oncle de cette vérité, elle s'en était servie pour le menacer. À cause de cela, le père de Seo-ha avait réprimandé son oncle et décidé de cacher Seo-ha à jamais. Ailleurs, Minji rendit visite à Aekyeon et rencontra Ji-eum. Toujours aussi prudente, elle lui demanda s'il savait qu'elle était présente dans sa vie précédente et pourquoi il ne lui avait pas dit dès le début. Minji répondit que Ji-eum devait le découvrir par elle-même, démasquer celui qui lui avait fait se souvenir de sa vie passée. Il était très rare de retrouver des liens passés avec la même apparence. Elle avait attendu 1000 ans pour cela, et maintenant il était temps de rétablir les choses. Après cela, Minji rendit la cloche magique à Ji-eum et lui conseilla de ne le retrouver que lorsqu'elle se serait pleinement souvenue de sa vie précédente. Le lendemain matin, Ji-eum prit rendez-vous avec Cho-won. Ils sont allés tous les deux à une exposition. Ce souvenir de sa première vie faisait sentir à Ji-eum que leur relation devenait de plus en plus étroite. Elle a dit à Cho-won que peut-être les relations profondes et intenses, qu'elles soient remplies d'amour ou de haine, sont toutes arrangées pour le jour des retrouvailles. Cela a fait réfléchir Cho-won à elle et à Do-yoon. S'il n'y a pas de destin, aussi dur qu'on essaye, on ne peut pas réussir. Elle a décidé de laisser tomber cet amour. Pendant ce temps, Do-yoon a reçu un appel soudain de Ji-eum et Seo-ha se trouvait être à proximité. Ji-eum a simplement dit que si Cho-won renonçait vraiment à lui pour la dernière fois, ce serait lui qui serait incapable de la laisser partir. Elle espérait que ces mots deviendraient une pierre dans le cœur du secrétaire Do-yoon.
Avant de raccrocher, elle lui a aussi spécifiquement demandé de prendre soin de Seo-ha. Elle ne pouvait pas l'appeler car elle craignait de se précipiter par désir. Seo-ha, après avoir entendu cela, sourit pour lui-même. Le secrétaire Do-yoon a mis fin à l'appel de manière décisive. Voyant que Do-yoon ne lui prêterait pas son téléphone, Seo-ha décida de trouver Ji-young lui-même. Quand Ji-young vit Seo-ha la chercher, elle s'enfuit pour l'éviter. Seo-ha demanda patiemment s'il pouvait aller la voir, et après avoir reçu son accord, il courut immédiatement pour la prendre dans ses bras. Il s'est excusé de l'avoir profondément blessée dans leur vie précédente et s'est demandé ce qu'il pouvait faire pour apaiser la douleur de Ji-young. Mais finalement, il n'a pu que s'excuser. Les événements d'il y a 1000 ans n'étaient qu'une vie passée qu'elle avait complètement oubliée. Mais comme ses actions l'avaient mise en danger, elle n'a pas pu le faire face et a fui. Ji-young a décidé de redevenir une personne normale, pensant qu'en cessant de se souvenir de sa vie précédente, les choses seraient plus faciles. Ji-young a de nouveau pris la cloche magique, mais cette fois avec Seo-ha à ses côtés. La partie de sa mémoire précédemment manquante est revenue. Il s'est avéré que la personne qu'elle avait voulu poignarder était Min-ji, mais Han-yo l'avait protégée et avait reçu le coup à sa place. À ce moment-là, les chances de survie étaient minces. Il lui a conseillé de ne pas répondre à la violence par la violence et de prendre soin d'elle à l'avenir. Le souvenir l'a ensuite ramené au jour où elle et Seo-ha étaient assiégées. Au milieu de ses supplications désespérées pour obtenir l'aide de Min-ji, une main était intervenue. Han-yo lui a conseillé de ne pas résister, l'avertissant que si elle le faisait, elle serait celle qui mourrait. Inattendument, à ce moment-là, Min-ji a impitoyablement dégainé sa lame et a frappé Seo-ha sous le regard étonné de Ji-young. Il avait même l'intention de l'achever avec le couteau, mais il a été stoppé par Han-yo qui lui a pris l'épée des mains. Il ne pouvait qu'être impuissant face à sa douleur, tandis que Ji-young était sans défense face au mépris de la vie humaine de Min-ji. C'est pourquoi elle était prête à tout risquer pour assassiner le roi, pour finalement être abattue par les soldats de Min-ji sur l'épaule de Han-yo. À ce moment-là, Han-yo reçut un coup de Ji-young, mais continua de lui crier avec rage de s'arrêter. Cependant, il était trop tard. Les événements sur le pont des feux d'artifice de cette année-là se sont terminés par la rancune de Ji-young. Elle tenait la cloche magique dans sa main, portant la dernière obsession de sa vie pour dire à Min-ji qu'elle n'oublierait jamais ce jour, cette haine. Qu'elle s'en souviendrait vie après vie. Même si 100 000 ans passaient, elle s'en souviendrait encore, et en se réincarnant, elle se vengerait certainement. Dans les yeux de Min-ji, la peur apparut enfin. Il lutta pour arracher la cloche de la main inerte de Ji-young, mais le cordon de la cloche était fermement serré par elle. Il ne put que le couper avec un couteau. Les souvenirs de sa douloureuse vie passée s'effacèrent, ramenant tout à l'état pur des rêves de Ji-young. Sur le pont, il y avait effectivement un couple d'amoureux, mais leur destin fut consumé par une cruelle haine avant même de pouvoir pleinement s'épanouir. Peut-être parce que la vie de Hanya fut prise, Ji-young dut utiliser sa propre vie pour protéger Seo-ha dans sa vie suivante. Ji-young s'éveilla et le nœud dans son cœur se défit. Ayant été si affligée et en colère, elle s'était liée elle-même, préparant le terrain pour la malédiction, se souvenant de sa vie passée avec Min-ji. Regardant Seo-ha devant elle, elle l'aimait encore plus, car dans ses vies passées et présentes, il l'avait protégée. Pendant ce temps, Cho-won décida de laisser aller ses sentiments. Elle passa beaucoup de temps à rédiger un message, mais finalement, elle ne put l'envoyer. C'est alors que Do-yoon apparut et lui tendit un parapluie. Cho-won se souvint soudainement de leur première rencontre lorsqu'elle lui avait offert un bouquet de fleurs, disant que c'était son dernier cadeau. Enfin, elle avait trouvé le courage de mettre fin à cette relation. Les paroles de Ji-young, à ce moment-là, devinrent un lourd fardeau dans le cœur de la secrétaire Do-yoon. Il saisit soudainement la main de Cho-won avant de pouvoir le regretter, puis avoua qu'il était venu la voir, qu'il l'attendait. Finalement, les deux firent face à leurs vrais sentiments, se promettant que quoi que les gens disent à l'avenir, ils ne renonceraient pas l'un à l'autre. Ils officialisèrent leur relation. Pendant ce temps, Ji-young alla voir Min-ji, qui semblait toujours attendre qu'elle vienne se venger. Après avoir vécu 23 vies, Min-ji n'était plus le même. Il était rongé par le regret et la tristesse. À cause de sa folie qui avait causé la mort de nombreuses personnes, Min-ji suppliait Ji-young de lui pardonner. Mais elle lui répondit qu'il ne mériterait jamais son pardon. Si elle avait été la Ji-young d'il y a 1000 ans, peut-être que les choses auraient été différentes, mais maintenant, elle n'était plus la Ji-young d'il y a 1000 ans. Cette vie présente était ce qui importait. Ji-young jura de vivre cette vie heureusement avec les gens qu'elle aimait. Elle reconnaissait s'être transformée en cette personne et qu'elle démêlerait elle-même le nœud. Avant de reprendre sa vie normale, Min-ji révéla une dernière chose. Si elle cessait de se souvenir de ses vies antérieures, tous les souvenirs liés aux relations de ses vies précédentes disparaîtraient. Cela laissa Ji-young momentanément sans voix. Elle rencontra par hasard Anna à nouveau, qui était devenue une personne normale et ne se souvenait plus de qui était Ji-young. Ji-young ressentit de la peur à la pensée de perdre ces personnes dans son monde, de ne plus avoir personne avec qui partager sa vie, de ne plus savoir comment être heureuse. Mais c'était le seul moyen d'aider Aek-young à retrouver son état normal. Elle hésita un instant, observant tout le monde converser chaleureusement avant de partir. Alors qu'Aek-young était emmenée au bloc opératoire, il semblait qu'elle sentait la lutte intérieure à laquelle Ji-young était encore confrontée. Elle dit à Ji-young de faire le meilleur choix pour elle-même, au lieu de toujours penser aux autres. Ji-young l'a rassurée. Se sentant toujours incertaine,
Elle lança un regard à Seo-ha et reçut un signe d'encouragement. Seo-ha, voulant savoir ce dont Ji-homme avait peur, alla chercher Min-ji. À ce moment-là, Ji-homme était assise, affaissée devant la porte du bloc opératoire, se remémorant des moments passés avec ses proches. Elle n'arrivait pas à imaginer comment elle survivrait dans un monde si elle perdait ses souvenirs. Il suffirait d'un cœur léger, de la volonté d'oublier tout et de 4 mots simples pour la ramener à la normale. Mais maintenant, son cœur était plus lourd que jamais. Ji-homme baissa la tête, impuissante, et à ce moment-là, une main saisit soudainement la sienne. Seo-ha a éloigné Ji-homme comme il le faisait toujours lorsqu'il se sentait confus ou effrayé. Tous les deux se sont arrêtés sur un terrain de basket et ont joué joyeusement. Finalement, ils se sont assis ensemble pour parler. Il a exprimé qu'il n'aimait pas l'idée qu'elle garde des souvenirs de lui et continue sa vie après son départ. Seo-ha a demandé, quoi qu'il arrive, s'il était sûr de pouvoir la faire tomber amoureuse de lui à nouveau. Une journée suffirait. Ji-homme a souri et lui a demandé s'il était trop sûr de lui. Seo-ha a aussi promis qu'il amènerait Cho-won et Ae-kyung pour la retrouver. Puis, surprenant, il sortit une bague et demanda à Ji-homme en mariage, la bague étant la preuve qu'il ne la laisserait pas filer. Finalement, Ji-homme laissa partir ses inquiétudes. Ce soir-là, Cho-won prit rendez-vous avec sa sœur. Elle sortit un collier et des boucles d'oreilles assorties qu'elle voulait offrir à Ji-homme depuis longtemps. Avant de reprendre une vie normale, Ji-homme tint sa promesse de rendre une dernière visite à sa mère. Les deux filles s'assirent joyeusement ensemble, mangeant le repas que leur mère avait préparé. Même si elle ne le dit pas à haute voix, leur mère comprit que Ji-homme était Ju-won, revenu lui rendre visite. Dans l'ancienne chambre de Ju-won, Ji-homme demanda à sa mère de la serrer dans ses bras. La mère, pleine d'émotion, ferma les yeux, ayant l'impression que Ju-won était juste à côté d'elle. Ji-homme retourna sur le pont d'antan, et dans son esprit, elle rencontra son moi d'il y a 1000 ans. Elle prononça ces 4 mots, « Je suis heureuse maintenant », puis sourit, tandis que des fragments de souvenirs de 19 vies défilèrent dans son esprit jusqu'à ce que le monde s'estompe. Dans un après-midi sombre, elle redevint ingénieure automobile comme auparavant. Seo-han Do-yoon prépara son transfert à l'hôtel. La secrétaire Do-yoon était maintenant plongée dans une douce romance avec Cho-won. Tous deux se rendirent dans une boutique de mode où Cho-won fit semblant de croiser Ji-homme par hasard. Elles semblèrent bien s'entendre durant leur conversation, et Cho-won lui recommanda même le restaurant de kimchi d'Ae-kyung. En un instant, leur relation passa de l'inconnu au proche et ils échangèrent leurs cartes de visite. Ji-homme continua à murmurer que le nom de Cho-won lui semblait très familier. Ils se sont dit au revoir et se sont promis de se revoir. Suivant la suggestion de Cho-won, Ji-homme a effectivement prêté attention à la boutique de kimchi d'Ae-kyung. Elle y est allée pour goûter la nourriture et n'a pu s'empêcher de s'exclamer sur sa délicieuse saveur. Par coïncidence, Seo-ha était aussi là. Remarquant qu'elle manquait de serviettes, il lui en a rapidement donné, puis lui a délicatement remis une mèche de cheveux en arrière et a commenté sa maladresse. Avant de partir, il n'a pas oublié de dire « à bientôt ». L'étrange comportement de l'homme en face d'elle surprit Ji-homme, mais à ce moment-là, le ragoût de kimchi d'Ae-kyung fut servi. Elle goûta le plat qu'Ae-kyung avait apporté et s'exclama immédiatement avec étonnement « Cela a exactement le même goût que le plat que je faisais, madame ». Ae-kyung répondit en plaisantant « On dirait que c'est vous qui m'avez appris la recette ». Drôle, cette blague était en fait la vérité, mais il était certain que Ji-homme devrait venir ici souvent désormais. Elle décida de devenir une cliente régulière. Le lendemain matin, en raison de changements de personnel dans son entreprise, Ji-homme apparut à la piscine de l'hôtel. Quand Seo-ha la vit, il s'approcha et, imitant ses paroles précédentes, demanda « Y a-t-il quelque chose en bas ?» Ji-homme sortit de ses pensées et se souvint soudainement que c'était l'homme du restaurant. Seo-ha s'est présenté comme le PDG du Mi Hotel. Apprenant qu'il était responsable des changements de personnel, Ji-homme lui demanda, confuse, pourquoi. Seo-ha répondit honnêtement que c'était pour la voir. Il ajouta ensuite « Est-ce que ça serait considéré comme un abus de pouvoir ?» Avant que Ji-homme ne puisse pleinement comprendre ce que Seo-ha venait de dire, sa déclaration suivante la surprit encore plus. Seo-ha dit que si elle n'était pas sûre du poste, il lui proposait de sortir avec lui. Ji-homme rit nerveusement, pensant avoir mal entendu, mais Seo-ha la rassura en lui disant qu'elle n'avait rien mal entendu. Il dit à Ji-homme qu'elle pouvait considérer cela comme une offre d'essai. En vérité, il avait prévu de prendre les choses lentement, mais après avoir rencontré Ji-homme, il ne voulait plus la laisser partir. Il a ensuite désigné l'anneau à la main de Ji-homme et a innocemment remarqué que c'était déjà une alliance. Seo-ha a ensuite demandé si elle sortait avec quelqu'un. Ji-homme a rapidement agité les mains et l'a nié. Il a fièrement montré son alliance, disant ensuite que son anneau était vraiment une alliance. Ji-homme a demandé à Seo-ha s'il avait une petite amie. Seo-ha a répondu que ça en avait l'air. À partir de ce moment, Seo-ha a décidé de procéder avec un plan accéléré. À partir d'aujourd'hui, il lui avouera ses sentiments 3 fois. Si elle refuse les 3 fois, il abandonnera. Puis, comme incapable d'attendre plus longtemps, il lui demande de sortir avec lui. Ji-homme rit et demande à Seo-ha est-ce sa première déclaration. Seo-ha hoche la tête et dit à Ji-homme que si c'est dans cette vie, ce serait sa première déclaration. Le monde continue de tourner. Ceux qui sont destinés à être ensemble finiront par se trouver. Même si Ji-homme perd la mémoire, il viendra la retrouver et la ramener. Le film se termine ici. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à regarder les prochains films passionnants. Au revoir et à bientôt tout le monde.